Bonsoir à tous, nous sommes le 26 juin 2026. Je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres contemporains vivants. Et aujourd'hui, nous allons faire un hors-série hommage au peintre anglais David Hockney, décédé à 88 ans le 11 juin dernier. Et dans ce cadre, j'ai la joie de recevoir Didier Ottinger. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, tu es directeur adjoint du Musée national d'art moderne, Centre Pompidou. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est vraiment trop joyeux. Voilà, je suis trop content de pouvoir faire ça ensemble. Alors, on va peut-être faire une nuit David Hockney, hein, on va pas vous cacher, parce qu'on a tellement de trucs à raconter que voilà, ça peut durer des heures. Je vois déjà qu'il fait une grimace, mais on va faire court, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, vous connaissez peut-être Didier Ottinger, parce que vous ne connaissez peut-être pas Didier Ottinger, mais il est pourtant l'organisateur de très nombreuses expositions qui ont croisé vos vies, nos vies, comme par exemple le Philip Guston peinture 1947-1979 au Centre Pompidou en 2000, Beckman au Centre Pompidou en 2002-2003, Jean Hélion au Centre Pompidou 2004-2005, Édouard Hopper au Grand Palais en 2013, René Magritte, La trahison des images au Centre Pompidou, Bacon en toutes lettres au Centre Pompidou en 2019, Magritte Renoir, le surréalisme en plein soleil au Musée de l'Orangerie en 2021, Georgia O'Keeffe au Centre Pompidou en 2021, et puis l'exposition magnifique Gilles Ayot, Animal politique en 2023. Nous, on avait fait un hors-série aussi avec Pauline Foulouza, la scénographe de cette exposition. C'était trop passionnant de voir comment ça marchait. Surréalisme au Centre Pompidou en 2024, Philip Guston, l'ironie de l'histoire au Musée Picasso en 2025. Et puis surtout, pour aujourd'hui, il est sans contexte la personne la plus légitime en France pour nous parler de David Hockney, puisqu'il était le commissaire de ces deux rétrospectives au Centre Pompidou. David Hockney, Espace Paysage en 1999 et la rétrospective David Hockney en 2017. Alors, pour ceux qui sont sur Twitch, on va faire un peu différemment que d'habitude. N'hésitez pas à poser des questions à Didier tout au long de l'émission. Et peut-être je rebondirai sur vos questions pendant l'émission, parce que voilà, ce sera peut-être plus simple que d'arriver à la fin, comme il y a un côté chronologique aujourd'hui dans ce qu'on va faire. Et donc, Didier, on va commencer ensemble avec un tableau qui date de 1955. David Hockney, il est né en 1937, c'est ça, à Bradford, dans le Yorkshire. C'est le quatrième d'une fratrie de cinq enfants. Et on va commencer avec son tableau qui s'appelle Moorside Road, Fagley. Je vois l'anglaise, qui est autour de 1955 et qui est bien gris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce tableau? Oui, alors là, on voit ce qu'était la ville de Bradford. Tu l'as rappelé, David Hockney est quelqu'un qui est né dans cette ville qui était une ville industrielle, évidemment qui a décliné. Et ce qui est important de retenir, on verra au fil de sa carrière, c'est quelqu'un qui est resté très attaché à l'idée de son milieu d'origine, c'est-à-dire un milieu qui est à la fois un milieu très populaire. Ses parents sont des ouvriers, des gens très très modestes. Et ça, c'est quelque chose qui détermine vraiment à la fois son caractère, sa ténacité d'une certaine façon, et puis aussi son souci de rendre l'œuvre accessible au plus grand nombre. C'est quelque chose sur lequel on reviendra sans doute. En tout cas, là, on est dans tout début. Il vient d'intégrer l'école d'art de Bradford et il est confronté à des professeurs qui sont des artistes qui font l'apologie d'une Angleterre réaliste. Réaliste, c'est-à-dire on le voit bien ici, hein, une Angleterre assez grise, assez monotone, etc. Et ces professeurs à Bradford sont des artistes qui ont participé à un mouvement pictural qui était célèbre en Angleterre, qui était le mouvement du Sync. C'était Syncreation. Et c'est un mot qui était donné effectivement un peu par dérision pour qualifier des artistes qui avaient le goût de la peinture la plus ordinaire, la plus triviale et presque à la limite du mauvais goût. Le sink, c'est l'évier, hein. C'est Hmm. donc c'est les assiettes sales, c'est l'eau un peu graisseuse, etc. Et c'est cette atmosphère-là qu'on voit dans un tableau comme celui-là, qui est vraiment un des tout premiers tableaux de David Hockney. Ok, un peu gras, on peut dire. On va passer au deuxième tableau. Alors, on a un milliard de tableaux, donc vous inquiétez pas, on y va Oui, vite, mais oui. vous allez voir qu'il y a des raisons pourquoi. Et donc, on passe à un deuxième tableau qui est déjà beaucoup plus original, qui date de 1958, qui s'appelle Erection, ne serait-ce que le titre. Donc là, Oui, alors ouais. ça me semblait important de parler de ce tableau parce qu'effectivement, il montre le milieu dans lequel se trouve David Hockney dès qu'il sort de cet univers restreint de Bradford pour être confronté à l'art contemporain de l'époque. Et l'art contemporain de l'époque, c'est effectivement déjà le triomphe de l'abstraction. Les artistes anglais qui se réclament de la pointe la plus avancée de la pratique picturale sont des artistes qui ont regardé du côté de New York. Et celui qui est le plus célèbre à l'époque, pas très connu en France, mais une véritable star dans le milieu de la peinture anglaise de l'époque, c'est Alan Davy. Et cet artiste-là a le mérite d'avoir été en voyage aux États-Unis et d'avoir rencontré Jackson Pollock. Il revient aux États-Unis et effectivement, sa gloire, sa peinture fait qu'il devient un artiste vraiment, l'artiste avant-garde presque par excellence. David Hockney est séduit évidemment par
par cette forme-là d'une peinture d'une toute autre nature, une peinture très différente de ce qu'il avait connu à Bradford. Mais néanmoins, on le voit avec le titre très annonciateur. Il détourne une peinture abstraite en injectant un contenu qui est un contenu extraordinairement subjectif, sensuel, l'érection, l'érotisme, quelque chose qui est vraiment fondamental dans l'œuvre de David Hockney. Et on va voir tout au fil de l'aventure comment il réinterprète, y compris par des moyens formels très sophistiqués, cette idée d'une peinture érectile. On en parlera un peu plus tard. Et là, on va passer Alors, tu m'avais demandé de mettre une eau forte, une aquatante, qui date de 1961. Donc là, il est rentré, je crois qu'il est rentré au Royal College of Art, voilà. Alors, c'est laquelle? Moi, j'ai les Alors, Two Boys Together Cleaning. bah, passons à ça alors. Les Two Boys. D'accord. Alors, We Two Boys Alors, Together Cleaning. donc, il quitte Donc, Bradford, c'est l'autre il Nils, s'installe cette Cooper. Ouais. fois à New York, et là, il Ouais. entre dans le Royal College. Et là, effectivement, il est dans ce bain d'une peinture, alors là, beaucoup plus avancée, dit-on. Il faut être abstrait. Lui réagit à cette abstraction en allant puiser, c'est intéressant parce que d'autres le feront à d'autres moments historiques dans la peinture, du côté de ce qui peut être l'antithèse de la peinture abstraite de l'époque, c'est-à-dire une peinture qui serait beaucoup plus viscérale, qui serait beaucoup plus instinctive, et celui qui va rencontrer et qui va lui donner les clés d'une sorte de libération figurative, c'est Dubuffet. On oublie un peu ce qu'a été le rôle de Dubuffet dans Ouais. ces années, mais c'était l'artiste français le plus important, y compris aux États-Unis à l'époque. Donc, qui dit Dubuffet dit forme rudimentaire de l'art, dit attention au graffiti, à des formes comme ça. Et puis, un autre personnage, alors lui qui n'est pas du côté de la peinture, mais du côté de la poésie, David Hockney restera tout au fil de sa vie un grand lecteur. Et le premier poète qui va vraiment l'inspirer véritablement, c'est Walt Whitman, qui est un grand poète américain, qui célèbre l'amitié homosexuelle, qui célèbre la nature, qui célèbre une indépendance farouche à l'égard de tous les dogmes d'une société donnée. Et d'où l'idée que David Hockney ose, pour la première fois dans ces années-là, c'est-à-dire très précocement, il ose représenter ce qui va être un argument très très fort dans sa peinture dans les années à venir, c'est-à-dire l'homosexualité. Il faut savoir jusqu'en 1967, c'est une pratique qui est condamnée par la justice, qui peut vous emmener en prison. Donc c'est courageux. Et il le dira à propos de ce tableau, ça lui a fait une sorte de bien fou et ça a été un acte tout à fait libératoire d'oser sortir du placard en peignant des tableaux comme celui-là. Et puis il y a aussi, alors c'est Jean Dubuffet, c'est peut-être le seul artiste français qui est aujourd'hui à la Tate avec bizarrement Fougeron. Je crois que c'est Fougeron qui a, il y Oui, a des. oui, oui, absolument. J'ai trouvé ça étonnant que c'est les deux qui restent de la Tate Oui, dans oui. les artistes français. Et après, il y a quelque chose Alors, de. Oui. non, non, vas-y, vas-y. Et après, il y a déjà quelque chose de très affectif qui est pas du tout à la mode à son époque. C'est-à-dire le côté Alors justement ça, c'est... intimiste, le côté il y a des Oui, histoires voilà. derrière, le côté narratif d'histoires d'amour, C'est ça ça, fait c'est tendre. Ouais. lorsqu'il décide de sortir des voies un peu automatiques de la peinture abstraite, il est confronté à un personnage qui est son condisciple au Royal College à Londres, qui est un personnage très important, un très très bon peintre, un peu méconnu, qui est Ron Kitaï. Et Ron Kitaï devient son ami proche, et à un moment donné, David Hockney s'ouvre à lui en disant mais qu'est-ce que je peux faire si je ne peins pas de la peinture abstraite? C'est facile quand on fait de la peinture abstraite. On n'a pas à se préoccuper de ce qu'on est, de ce qu'on veut dire, etc. Et Kita lui répond, ben, peins tout simplement ce que tu aimes le plus, et ce qui te tient le plus à cœur. Et ce qui lui tient le plus à cœur, bon, c'est, on le Histoire verra d'amour. Ouais. par exemple. Ah ouais. Alors, on Alors, The passe. First Marriage Ouais, voilà, bah, allons-y. of Ouais. Steel. Alors ça, c'est un tableau, déjà Capuchon, Nils. le Ouais. titre annonce une sorte de télescopage de style, puisqu'on a une figure qui semble sortie d'un musée d'art égyptien. On a une sorte de soleil qui ressemble à la peinture abstraite d'un Kenneth Noland, grand peintre abstrait de l'époque. On a un personnage qui relève d'un autre univers visuel. Et cela vient en fait d'une autre découverte capitale pour David Hockney, auquel il restera fidèle toute sa vie. Ça se passe en 1965 à la Tate moderne à Londres, et c'est une grande rétrospective de Picasso. Et quand il voit la rétrospective de Picasso, la révélation qu'il a, de cette œuvre de Picasso, c'est qu'on peut tout faire, on peut adopter tous les styles. Et c'est une sorte de déclaration de liberté à l'égard des styles. Et ça va conduire David Hockney à se dire, au fond, le style est un sujet sur lequel on peut travailler dans la peinture. Et ici, quand on a un mariage de style, effectivement, c'est tout à fait l'illustration de cette donnée. Et puis, on voit en arrière-plan, il faut le noter dans ce tableau, une toile écrue. Ouais, la Autre réserve. révélation, Ouais. j'ai oublié de la mentionner à propos du tableau précédent, mais c'est sa découverte de Francis Bacon.
Et Francis Bacon, c'est à la fois le peintre des toiles écrues dans ces années-là, c'est un peu emblématique de son style, de sa pratique, et en même temps, c'est un peintre qui, encore une fois, a ouvert à l'iconographie homosexuelle et il trouve de la force dans ce modèle qui est celui de Francis Bacon. Et il le connaissait, Bacon, déjà à cette Ah, époque-là ils se ou sont connus plus tard plus tard? et Ouais. ça a toujours été un moment un peu difficile pour David Hockney. Ouais. Il en parlait avec un peu de réserve. À la fois, il était fasciné parce qu'il reconnaissait le génie de Hockney, de De Bacon. Bacon? Ouais. Il est venu voir l'exposition que j'avais organisée au Centre Pompidou et je voyais à quel point il était à la fois fasciné, impressionné et ému par l'œuvre de Bacon. Mais en même temps, il y avait quelque chose d'un peu difficile parce qu'il était tellement admiratif de Bacon qu'un jour, il est allé dans un bar pour s'approcher de lui et lui déclarer au fond sa Hmm. passion et son admiration. Et Bacon, qui était quelqu'un d'un peu vachard quand même, l'avait traité avec beaucoup d'ironie et il en avait été très, très peiné. Mais ça, c'est le D'accord. Mais sentiment de... Hockney est plus jeune que Bacon, hein, c'est ça? Oui, oui, bien Ouais, sûr, ouais, ouais, on n'est pas ouais, dans le bien même. plus jeune. Ouais. Alors ici, Alors, on on va a une passer photo. à Swiss Landscape in a Scenic Style. Alors d'accord. Ah ben, moi, c'est pas mon ordre là. Ah Bon, merde. d'accord. Ah non, ok. Ouais, ouais. Ah, mais on n'a Je pas le dois même pas, ordre? je dois pas avoir le même. Alors, c'est peut-être moi le problème. Attends, attends. Bah, Non, 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 dis-moi ça ce que doit tu être moi. t'arranges. Ouais. Là, j'ai David Hockney au Royal College en Ah, ça, c'est 63. avant. Ouais, ok. Donc ça m'amusait de le voir parce qu'au Royal College en 63, on voit qu'il fait un peu la tête hein, quand même. Il y a un côté, il y a le pathos de l'école, quoi. C'est pas forcément le David Hockney qu'on C'est connaît, quoi. Ouais. C'est pas sûr, parce que là, quand il est au Ok, Royal College, ok, il est très vite remarqué. Hein. Il devient assez vite la coqueluche, à la ok. fois de l'école et même du milieu londonien d'une Bon. certaine façon. Et pourquoi? Grâce à l'œil de quelqu'un qui est un personnage extraordinaire, là aussi, hein, grand artiste un peu oublié, qui est Richard Hamilton, qui est Ah oui, le grand ouais. Duchampien, celui qui fait une réplique du grand verre de Duchamp, etc. Et qui est un personnage qui, on le sait aussi en Angleterre, hein, qui est un des tout pionniers, un des tout premiers à pratiquer un art qu'on peut qualifier de pop. On lui attribue même le premier collage, d'où le terme de pop art viendrait en fait. Donc c'est quelqu'un qui est très curieux de tout, curieux en plus de l'œuvre des jeunes artistes, et il se rend au Royal College pour décerner un prix au meilleur élève de l'école, et c'est à David Hockney qui le donne. Ah bah Et voilà. effectivement, le fait d'être adoubé par quelqu'un d'aussi prestigieux que Hamilton va propulser David Hockney sur la scène new-yorkaise, Alors, londonienne. dans ces années-là, donc en 62, son appartement, c'est au Powys Terrace à Londres, et il y a un panneau, je vous dis ça pour les jeunes artistes, il y a un panneau où il y a écrit Lève-toi et travaille immédiatement. Voilà. Donc, il y avait une certaine rigueur. Alors ça, c'est quelque chose, là, tu insistes, c'est vrai, ça renvoie encore une fois aux origines de David Hockney, qui grandit dans un milieu où le travail, effectivement, est une Hmm. valeur cardinale. Il y restera attaché toute sa vie. Euh, et quand on lui dira, mais vous êtes le peintre du plaisir, le peintre de l'hédonisme, il répondait de façon assez tranchante, on ne peut pas être hédoniste quand on est peintre. Quand on est peintre, on travaille tellement que, au fond, on n'a pas le temps de s'adonner au vertige et aux délices de Capoue. Alors Alors, moi, parce que. j'ai Ouais. ensuite Domestic Sim Los Angeles. Je sais pas Ok, si... bah allons-y, allons-y. Moi, allez, on a sauté, hein, c'est pas grave. Domestic Scène, donc de Los Angeles, voilà. Alors ça nous mène à Los Angeles. Hein, Ouais, voilà. Ouais. alors donc, cet enfant du Yorkshire, cet enfant de l'Angleterre la plus, comme on dit là-bas, gloomy, c'est-à-dire triste, humide, un Donc, peu sale, faut imaginer que etc. c'est au nord de Londres, hein, c'est ça, c'est à peut-être 200 C'est km de tout à Londres, fait c'est dans le vraiment au nord de milieu de l'Angleterre. l'Angleterre, voilà, il y a Voilà. rien, quoi. Ouais, enfin, c'est pas facile, quoi. Ouais. En fait, il n'y a pas rien. On Ah, bah, il verra n'y a pas quand rien, on va le voir, il y a le Yorkshire. Ouais, il oui, révélera beaucoup de choses sur le d'accord. Yorkshire. Mais à cette C'est l'Oise, époque-là, quoi. Ouais. c'est très triste. Ouais, ouais. Et il se rend, il a ce fantasme des États-Unis d'abord. Il fait une petite escale à New York et il se rend très vite à Los Angeles, parce qu'à Los Angeles, il sait que c'est le pays du plaisir au fond. Et on verra pourquoi dans l'image suivante, parce qu'il y a une littérature qui décrit Los Angeles comme le lieu particulièrement épanouissant pour quelqu'un comme lui qui a une vie homosexuelle. Et on a là une première image de ce qu'est cette peinture qui découle d'un autre intérêt de David Hockney, iconographique cette fois aussi, c'est son intérêt pour les revues homo-érotiques. Donc ça, Euh, on a une image, c'est Physique pictoriale, volume voilà, c'est celui-là. Et 9, son voilà. premier voyage à Los Angeles, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend au siège de Physique Pictorial et il achète des photographies qu'il rapportera et qui lui vaudront d'ailleurs un certain problème quand il arrivera aux États-Unis, en Angleterre, au retour, parce que Mhm. les douaniers vont découvrir ces images et vont les qualifier d'images pornographiques, alors que c'est vraiment d'une innocence C'est absolue. de l'anatomie. Mais David Hockney, là aussi, c'est intéressant cet épisode,
parce qu'il se fait arrêter pour détention d'images soi-disant pornographiques, bon, vaguement homosexuelles, ce qui est encore plus condamnable dans l'Angleterre de cette époque, et Mm. lui décide non pas de se taire autour de cet épisode, mais d'en faire un cas public. Et il porte ça sur la scène publique, il mobilise les journalistes en disant que ça suffit, il est temps quand même de reconnaître un certain état de la société, le décalage par exemple entre ce qui se passe en Californie et ici en matière de tolérance sexuelle. Et là, tu voulais vous parler de City of Night de John Ritchie, c'est ça? Voilà, Donc ça, c'est ça c'est un le fameux roman? Ouais, livre qui ouais. était son livre de chevet et qui est un livre qui décrit la vie nocturne du Los Angeles homosexuel. Et c'est vrai que pour David Hockney, quand il débarque à Los Angeles, il a l'impression d'arriver dans vraiment le Disneyland de l'homosexualité. C'est-à-dire que tout est léger, tout est drôle, tout est kitsch. Mm. Et c'est une ville aussi qui le fascine parce que il dira que tout est faux. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui va pénétrer sa peinture, en tout cas sa production de Los Angeles. Elle va, d'une certaine façon, se vider de toute substance et s'avérer être un jeu d'illusion, un jeu presque de dupe, d'une certaine façon. Et ben justement, avec Two Boys in a Pool, donc on a vu que Domestic Scene Los Angeles c'était déjà encore un peu le style qu'il y avait en Oui. Angleterre. Puis là, on est déjà dans quelque chose de très nouveau, de très neuf par rapport à. Alors là, bon, voilà Ouais. des images qui découlent de ces photographies donc de Physique Pictorial, Mm. des images qui montrent aussi, par exemple celle-là, par le tour de l'image, qui est une sorte de cadre de réserve, Donc il y a une réserve, il y a ce un qui trou est déjà la rouge. pratique de David Hockney de la photographie et du Polaroid en particulier. Et puis, on le voit bien dans le traitement, la stylistique de l'eau, quelque chose qui renvoie à l'ourloupe de Dubuffet. On est encore là dans une citation d'un des maîtres pour lui dans cette période, même s'il va s'en écarter assez vite, qui est effectivement Jean Dubuffet. Et il y a aussi Avec un peut-être tableau de un autre Bernard élément Cohen. qui apparaît Ouais, ici, ouais. là aussi on va en parler plus tard parce que c'est capital. D'où vient l'intérêt de David Hockney pour les piscines? Parce Ouais. qu'il va être le peintre des piscines d'une certaine façon. Parce qu'il le dira, la surface de l'eau d'une piscine, au fond, c'est la surface de la toile. Ça présente les mêmes enjeux pour lui, à la fois d'opacité, de transparence, d'expression, etc. Et c'est pour ça que cette eau ici prend la forme littérale d'un Mm. tableau qui est un tableau de l'Urloupe de Dubuffet. Et là, là, il y a quand même encore un peu de narration. Il y a de la narration, il y a de l'intime, il y a des choses comme ça que, encore une fois, il n'y avait pas. Faut s'imaginer qu'en 65, il n'y avait pas forcément beaucoup de. Quand on voit du buffet ou les tableaux de Bernard Non, Cohen, il n'y avait pas alors, forcément ce. Alors ça renvoie, si tu évoques le contexte de l'art de Ouais, l'époque, en particulier aux États-Unis, on est ouais. en plein formalisme. Voilà, c'est ça que je voulais C'est-à-dire dire. qu'on est dans le triomphe de la peinture, j'allais dire post-Jackson Pollock, c'est-à-dire celle qui est en train de théoriser encore Clement Greenberg, et qui fait qu'après Pollock, on est dans la peinture du Stain Color Field, on est dans la peinture où on célèbre Frankenthaler, on célèbre Noland, Morris et ces Voilà. artistes-là, et Hockney fait Fait figure tâche. Ouais. de d'hurluberlu total. Et il va falloir qu'il se défende pratiquement toute sa vie Mm. euh, Ben, je vais contre donner un cette exemple comme ça, c'est Clément Greenberg, donc c'est en 69, alors que Hockney a 32 ans, et Clément Greenberg dit à la galerie André Emmerich, galerie à New York, alors qu'ils exposent du Hockney, ce sont là des œuvres d'art qui ne devraient pas avoir droit de citer dans une galerie qui se respecte. Voilà, donc au Et moins, elle se respecte d'autant plus, cette galerie, que c'est la galerie, et c'est intéressant, de ces grands abstraits américains des années 60. C'est là ok. où expose Maurice et Noland, etc. Donc elle était respectable de ce point de vue-là, sauf que, effectivement, elle commet une grave faute en exposant un anglais comme ça. Et Alors on là, va on passer à retrouve, son premier tube, parce que quand même une image, il a 30 ouais, ans, A Bigger Splash, le bim. Bigger Splash. Ah, Alors là, le Bigger on le voit à Los Angeles ah, aussi. Donc, c'est fascinant et lui-même, on en parlait régulièrement, hein, parce que c'est quelque ouais. chose, ce tableau, qui l'obsédait parce qu'il ne comprenait pas la mécanique qui Hmm, avait conduit à faire de ce tableau une des images les plus célèbres mondialement. C'est vrai que c'est un tableau universel. Euh, hmm. et il l'avait fait de façon tout à fait innocente, évidemment, comme Ouais, ça l'a les artistes dépassé. ne le sont pas. Un Ouais. artiste ne va jamais dire je vais peindre l'icône universelle. Il Si, l'a moi, peint mais ça parce que marche c'était jamais. Donc. voilà, et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on voit bien comment il combine ici dans cette image-là, à la fois une sorte de planéité qui est vraiment celle de la peinture moderniste, et en même temps une ironie profonde, avec en particulier cette citation de l'expressionnisme abstrait, l'idée de la peinture qui jaillit, c'est une référence, et il le sait, à cette peinture de l'âge d'or de l'expressionnisme abstrait américain, d'un Jackson Pollock. Et ce qui Hmm. l'amusait énormément dans cette peinture, c'est lorsqu'il racontait que Jackson Pollock faisait un dripping en un dixième de seconde et que lui avait peint cette gerbe d'eau en 2 mois. Et l'idée de consacrer 2 mois pour un événement qui durait un dixième de seconde,
était pour lui une source de grand plaisir et de grande ironie. Mais il y a aussi quand même beaucoup de plaisir de peintre, hein, parce que il y a Énormément de plaisir de voilà. peindre. Par exemple, moi, je sais que Énormément. le reflet dans la véranda, dans la véranda, là, c'est très important. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, le reflet le contre-jour Oui, oui. des subtilités de gris qui est comme ça, qui est incroyable, hein, C'était en fait. Et il ajoute la note anecdotique, sans quoi ce tableau aurait été encore plus radicalement abstrait, si on veut, c'est le fauteuil d'un réalisateur. On est à Los Angeles et il ne peut pas s'empêcher de citer ça. Et Là, après, on voit. quand on voit le tableau en vrai, il n'est pas forcément aussi propre que ce qu'on pourrait y penser. C'est-à-dire que par exemple, il y a, sur les bords, donc il y a évidemment cette réserve de blanc. Puis d'un coup, il y a une petite tache de bleu qui se balade. Ça bave un peu. C'est un peu tordu aussi. Le scotch, il Oui, était un peu oui. tordu peut-être. Enfin voilà, il y a un truc comme Oui, ça. oui. Voilà. Non, bien sûr. Il est moins graphique en vrai que ce qu'on pourrait. Ouais. Alors moi, j'ai le Saving and Long Building. Alors passons, oui, allons-y. Donc un Alors, autre tableau qui a l'air comme ça, il y a une série de ouais. tableaux évidemment qui correspondent à ces séjours aux États-unis et en Californie en Donc ça, c'est particulier, découvre Los où, Angeles abstrait, ouais, les bâtiments. voilà, où il va s'amuser effectivement du côté effectivement de la géométrie, c'est-à-dire de l'art abstrait géométrique, en montrant comment les buildings effectivement sont comparables. Et puis celui-là, le Rubber Floating in a Swimming Pool, qui est une sorte Alors le de tableau suivant, Nils. Ouais. citation ironique de la peinture du stain color, c'est-à-dire de ce que faisait Frankenthaler. C'est le moment où il s'empare de la technique de ces peintres du champ coloré et il raconte comment d'abord il utilise l'acrylique, ce qui est un moment pour lui de bascule stylistique, parce que Hmm. l'acrylique va lui donner la possibilité de faire des aplats absolument rigoureux. Mais là, dans ce tableau, il cite les peintres du champ coloré en mélangeant son acrylique avec du détergent et en utilisant ça sur Ah une oui, toile ok. écrue pour produire cet effet de dissolution de la couleur dans la forme. Et là, il avait du succès ou comment ça, c'était quoi le, enfin, il avait un succès commercial, il était un peu reconnu, bah quand même quand Bigger Splash a tout de suite marché, c'est comment ça, Oui, ouais. ça marchait, dirait-on, auprès des collectionneurs de mauvais goût. Ceux qui D'accord. avaient vraiment du goût, ceux qui avaient vraiment du goût, c'est-à-dire ceux qui avaient tout compris du message qui était le message de l'art moderne, Ouais. trouvaient bien là qu'il y avait une sorte d'attitude un peu irrévérencieuse d'un jeune artiste Hmm. un peu mondain, parce qu'il avait cette reconnaissance sociale, les Swing in London, etc. Et il ne prenait pas ça très au sérieux. Mais quand même, le monde est assez vaste pour qu'il ait trouvé des collectionneurs aussi pervers que lui à ce moment-là. Hmm. Et toi, tu penses qu'il y a beaucoup d'ironie dans son travail, Beaucoup, déjà, absolument. ok. Absolument. Parce que là, il est dans un contexte où vraiment il est disqualifié. C'est-à-dire qu'on Hmm. on ne cesse de lui répéter, si les critiques sérieux sont confrontés à sa peinture, qu'en gros, c'est quand même des balivernes. Hmm. C'est pas raisonnable de faire tout ça. Et c'est vrai hein, ça va le poursuivre encore dans les années 80. Hein, Ah c'est oui. une histoire qui n'en finira pas. Et alors là, on passe à Et un il a été un tableau. des premiers à essuyer les plâtres. Vous êtes arrivé dans les années 80, la chose était plus ou moins pacifiée, et Ah encore, non, pas encore. pas encore. On Enfin, peut en parler de. J'en oui, suis à oui. 99 interviews. Non, c'était pas pacifié pour beaucoup Et de c'était gens. pas, Ouais. et c'était pas encore tout à fait admis dans l'institution. Je ne sais Bah, ça pas l'est si toujours c'est assez pas, pour hein, l'institution. si on commence à regarder des près, mais bon, c'est un autre Alors point. voilà. Oui, Mais oui. le fait est que Hockney, pour les peintres, on va dire, de ma génération, de la génération d'avant et de la génération d'après, ça a été justement impossible, qui n'existait pas forcément si il n'était pas là, quoi. Voilà, c'est Oui, que, bien sûr. voilà, Ah ça ouais. prouvait que c'était possible, quoi. Voilà. Il en avait conscience, et c'était en toute chose un militant. C'est-à-dire que il aurait pu être accablé par cette espèce de culpabilité qu'on faisait peser sur lui, mais au contraire, Hmm. il en faisait vraiment un étendard, et à la fois son ironie et sa provocation. Parce qu'il y avait une Alors, générosité aussi incroyable de sa part dans les livres, donc ça on va en parler, mais eh c'est quand oui, même, bien sûr, pour le coup, ce que n'a pas fait Lucien Freud ou Francis Bacon, quoi. C'est qu'il y a un côté comme ça bien très, sûr. Et cet très attachement qu'il accessible. avait, Ouais. très vite, il est devenu un peintre très populaire. Et ça aussi, c'est presque paradoxal parce que on ne pardonnait pas à un peintre d'être populaire dans ces années-là. C'est quelque chose que j'ai entendu, qu'on a tous entendu. Hmm. Une exposition qui rassemble autant de visiteurs est forcément suspecte. Elle l'a été longtemps. Hein. J'ai fait quelques blockbusters au Centre Pompidou. Hmm. C'était pas 620 forcément 000 bien vu. personnes, 620 000 C'était pas personnes, donc c'était forcément bien beaucoup. vu. Ouais. Il y a une suspicion qui pèse sur le. Or, David Hockney, lui, le faisait par, j'allais dire, par militantisme social. Hmm. Plus il y a de visiteurs, plus il y a de visiteurs heureux, et plus son cahier des charges artistiques est accompli au fond. Puis c'est quand même le travail normalement d'un artiste d'être vu, quoi, hein. Enfin, je veux pas.
On peut en Euh, parler, hein, mais c'est une discussion que j'ai avec beaucoup d'artistes. Tout le monde ne pense pas ça ou ne D'accord. pensait pas ça, Je hein. comprends bien, je comprends bien. C'est- c'est- Et alors, Là, tu voulais j'arrive parler. directement au portrait of an artist. Oui, alors Les autres, moi, je serais bien passé vas-y. à Robin Denny si on peut en parler, parce que Oui, c'est un bah peu oui, les mêmes oui, bien textures, sûr. c'est un peu la même Non, c'est matière, c'est vrai. intéressant parce que Ouais, c'est ouais. encore un des peintres anglais fameux qui s'était mis à l'école du modernisme anglais. Donc, c'était un artiste là aussi tombé un peu dans l'oubli parce que vraiment, c'est sympathique, mais c'était un suiveur par rapport aux grands modèles de Ouais, l'art américain de l'époque. Néanmoins, en Angleterre, ceux qui savaient traduire le vocabulaire de la peinture la plus avancée américaine avaient un certain succès. Alan Davy est devenu un peintre important, Denis est aussi devenu un peintre important, Cohen est aussi un peintre important, le Mhm. peintre des spaghettis. Hein. Ouais, Euh, ouais. ces Spaghetti peintres-là, abstraits laser. Ouais, américains, ouais. étaient exposés, parce que l'Angleterre, c'est ça aussi, ça, la grande qualité de l'art anglais, enfin j'allais dire de la culture moderne anglaise, c'est que les Anglais, à la différence de nous Français par exemple, ou des Américains à un certain moment, ne font pas de hiérarchie entre un peintre abstrait et un peintre figuratif. On Mhm. voit bien, hein, c'est un des pays où finalement les choses sont les plus fluides. Il n'y a pas eu cette opposition qui s'est un peu rigidifiée dans certains pays, qui est devenue un peu dogmatique, etc. Ça, je vous rappelle une phrase de Maud Maris que je cite toujours, qui est une peintre française. En Angleterre, elle travaille beaucoup en Angleterre, et en Angleterre, elle est artiste, et en France, elle est peintre. Voilà. Donc, il y a ce Voilà. truc-là à distinguer. Donc Donc, le portrait passons à l'autre top voilà, de Klee. portrait d'un Donc, artiste. Alors voilà, ça ouais. aussi, ça lui a fait un certain tort parce que ce tableau est le tableau qui a fait de lui l'artiste le plus cher du monde. Voilà, Et ouais. ça, il faut savoir que pour David Hockney, c'était un problème, hein. Dès le début de sa carrière, quand ces tableaux atteignent 90 déjà, millions de dollars chez Christie's, je viens eh de voir, oui, ouais. Voilà, en donc je ne 2018. sais pas Ouais. s'il est resté inégalé depuis, mais Non, il y a eu ça a du été Schadenfreude après, longtemps, je crois. Ouais. ça a Désolé, je été crois qu'il y a eu longtemps, la voilà, le tableau le plus Big Sue important. qui a gagné. Ouais, ouais. Alors, c'est un tableau, moi, qui m'intéresse beaucoup du point de vue iconographique, parce que je parlais tout à l'heure de la façon dont la surface des piscines offrait une métaphore de ce qu'était la toile elle-même. Et ce tableau illustre ça par excellence. Pourquoi? Parce que ce tableau montre un des grands, le premier grand amour, et au fond peut-être le seul, de David Hockney, qui est Peter Schlesinger, un élève qu'il a à UCLA, à Los Angeles, Donc, c'est le et beau gosse debout, je vous le dis. qui Ouais. devient son amant. Et ce personnage-là, à un moment donné, décide lui aussi d'être un artiste. Et ça devient un vrai problème dans la relation avec David Hockney, et ça finit par une rupture. Et ce tableau est un tableau de rupture. Et ça s'appelle Portrait d'un artiste, c'est-à-dire qu'il peint ce personnage, Schlesinger, comme artiste. Et on le voit, qui est dans la piscine? Moi, j'ai l'habitude de dire c'est David Hockney qui est au fond de la piscine. Et les deux sont dans une situation d'incommunicabilité totale, parce qu'entre les deux, il y a cette surface, la surface de l'eau. Et cette surface de l'eau, c'est quoi? C'est la toile, donc c'est l'art au fond. Et c'est l'art qui les isole, parce que David Hockney, en tant qu'artiste, était une sorte de tyran, je pourrais dire. C'est-à-dire que, comme tous les grands artistes, il ramenait tout à sa peinture. Et rien n'était aussi important que sa peinture, y compris peut-être même ses passions amoureuses. Et donc, c'est cette tragédie-là, au fond, qu'il représente dans ce tableau, deux artistes qui ne peuvent pas vivre ensemble, parce qu'au fond, il y a l'art qui les dévore et qui fait que jamais ils n'accorderont l'un à l'autre l'attention que, je dirais, dans le monde profane, on peut, entre deux amoureux, développer. Là, l'art est entre les deux. Est-ce Donc que ce tableau, qui a l'air d'être un tableau très radieux, peint, inspiré par les paysages du sud de la France, est en fait un tableau assez mélancolique. Oui, bah, ça c'est important, c'est que moi je pensais que dans ma tête c'était un tableau de Los Angeles, et en fait c'est au sud de la France qu'il a pris la photo. La photo Nice, tu peux la mettre, voilà, et c'est un autre Voilà, modèle. Il y a tout un travail aussi d'artificialisation, puisque ce Peter Schlesinger, il l'a pris dans un jardin en photo, il l'a remis dans le tableau. Enfin, il y a beaucoup de... Rien n'est vrai, quoi, tout est travaillé. Et ça, on peut tout le est voir faux comme justement en plus dans un film qui est A Bigger Splash de Jacques voilà, Hazan, où on voit toute cette histoire-là c'est mise ça. en scène en même temps, parce qu'on sent que Cockney a beaucoup de maîtrise sur le film. Oui. C'est un film assez étrange comme ça, où un peu plus Oui, mélancolique qui lui a longtemps posé des problèmes. Ouais, Pour David Hockney, c'était un film qui était difficile à regarder. ouais. Il l'a même un peu méprisé pendant assez longtemps, parce qu'en fait, c'était la mise à nu de, de sa douleur amoureuse, au fond. C'est ça le récit de ce Mhm. splash. Le splash, ça serait plutôt le split entre les deux, quoi. Et ça, il avait longtemps du mal à le regarder et le considérer encore.
Comment c'est passé avec Jacques Hazan pour que ça se passe comme ça, le documentaire, pour se faire Comment? manger? Comment David Hockney s'est laissé manger comme ça par le réalisateur? Parce qu'il y a une petite tonalité qui n'est pas forcément de David Hockney non plus. Il y a un côté un peu triste, une mélancolie qui ressemble. On le voit Oui, en train non, de se il doucher. Enfin, était il se donne complètement. On le voit en train de se doucher. Il y a toutes ces choses-là. voilà. Non, non, il a été surpris et il s'est senti un peu trahi par ce film, hein, parce que Hmm, ce film allait trop loin ok. dans la révélation à la fois de son intimité et de ses sentiments. Hmm, Euh, et comme il avait donné carte blanche effectivement au réalisateur, qui était un ami par ailleurs, voilà, il lui a permis de ok. filmer vraiment des choses très, très personnelles au fond. Bon, là, on a toutes les images qui montrent comment l'élaboration d'un tableau chez David Hockney, c'est quand même un Ouais. très, très long processus, où le dessin compte pour beaucoup, la photographie parfois, le film aussi. Enfin, des tableaux comme celui-là, dans cette période-là, sont des tableaux hautement élaborés et très sophistiqués dans leur mise Artificiel, en ouais. œuvre. Ouais, ouais. Et puis quand on parle de peinture hyper réaliste, franchement, là, non. C'est vraiment la fabrique. Il y a de la fabrique dans tous les C'est une sens, quoi. fabrique, mais Ouais, le ouais, résultat est un résultat ouais, effectivement très naturaliste. ouais. Et là, ça permet de montrer au fond, peut-être de parler de ce que sont de ce qu'est la difficulté et la conscience de l'œuvre de David Hockney, qui se situe toujours dans une sorte d'oscillation, hein. Hmm, Ça, c'est valable quelques années, on va dans un pôle, puis on rejoint l'autre. D'un côté, il y a l'abstraction, ce qu'il appelle les tableaux sophistiqués, les tableaux techniques, c'est le terme qu'il emploie. Et là, il est conscient de ce qu'est la peinture abstraite et il va parfois on verra qu'il y a des séquences où il est rigoureusement abstrait. Et de hmm. l'autre côté, à l'autre extrémité du pôle, c'est le naturalisme, j'allais dire le photoréalisme. Faut aussi avoir conscience de ça. Le tableau est de 71, le premier tableau hyperréaliste c'est de 73. Donc on est Hmm, dans un moment où l'histoire de l'art évolue vers cette forme-là. Et pour lui, c'est deux impasses. L'abstraction radicale, il n'en veut pas, et le hmm, naturalisme le plus photoréaliste, il n'en veut pas non plus, c'est une autre impasse. hmm. Il dit et il travaille à trouver ce point d'équilibre entre les deux. Puis cette autre chose, par exemple, dans ce livre-là, qui est un très très beau livre, je vous invite à le lire, c'est qu'il fait quelque chose que, en tant que Français, moi je ne vois pas ça dans des livres français, c'est il commente chaque tableau avec sa petite anecdote affective, avec ce rapport, un côté comme ça très franc sur une narration, on va dire, une narration de vie, quoi. Enfin, voilà, d'un vécu qui est quelque chose que en France on ferait jamais. Voilà, enfin, il y a quand même quelque chose de très, très étonnant là-dedans. Ouais. Oui, qu'on connaît un peu, mais qu'on occulte, et qu'il a découvert de façon absolument lumineuse dans l'œuvre de Picasso. Hmm. Là aussi, quand il parlait de Picasso, et c'est vrai, on peut Picasso, il parler a que fait ça comme ça sur chaque tableau, il commentait comme ça chaque tableau en disant et ça on c'est sait mon. que chaque tableau de Picasso est associé à un moment affectif, Oui, à un oui, mais que ça moment vienne de lui. relationnel Ouais, particulier. ouais. En gros, il est dans cette veine-là. Hmm. Alors, c'est peut-être pas notre école à nous, hein. Non, mais enfin en tout cas c'était. Ça j'ai un souvenir comme ça, j'avais organisé un colloque au Collège de France où chaque peintre français arrivait en se justifiant de faire de la peinture, en expliquant pourquoi il faisait de la peinture et tout ça. Tous les étrangers, ils arrivaient, ils disaient bah, je peins, Oui, voilà. oui. C'est Non, c'est mais pour ça que je trouve il faut intéressante. qu'il y a quand Ouais. même longtemps eu une forme de chape de plomb. Oui, Ah oui. bah ça oui, mais en tout cas, en tout cas là on est très travaillé par l'école d'art encore sur se justifier et tout ça. Passons à un tableau qui s'appelle Monsieur et Mrs. Clark and Percy. Alors, Ouais, voilà, c'est un des tableaux de la série des doubles double portraits. Ce sont portrait. des tableaux monumentaux, Ouais. alors sur lesquels il passe effectivement des mois, voire des années. Celui-là ils sont tous passionnants. Mais celui-là est intéressant parce que ce sont deux amis et c'est une scène d'intimité. Évidemment, ça renvoie aussi à un grand modèle anglais. Il est très nourri de peinture anglaise ancienne. C'est les fameux tableaux de Gainsborough, Mr. and Mrs. Williams, qui est un des Andrews, chefs-d'œuvre. Andrews. Ouais, c'est pas grave. Andrews, yes, Pardon, ouais. Andrews, qui est de Il est la devant tête moi, hein, poétique. c'est pour ça que je le vois. Et ça, c'est un tableau important pour lui. Les doubles portraits, ça l'intéressait parce que ça permet aussi d'explorer l'interrelation entre les personnages, bien sûr, mais plus important encore, entre les modèles et le peintre, sur un mode encore plus sophistiqué. Celui-là est savoureux en termes d'iconographie parce qu'il montre en fait une sorte de parodie d'une annonciation ancienne, religieuse. Il y a les attributs de l'annonciation, deux personnages qui se font face. Il y a le pot de fleurs avec la fleur de lys qui est un attribut permanent de la Vierge dans les annonciations les plus anciennes. Cette idée d'une possible naissance est aussi évoquée chez David Hockney par la forme qu'il donne au col de Célia. Vous voyez, Oui, c'est une sorte de cercle ouais. féminin qu'il a autour Mm. du cou. Et puis, lui, qui devrait être l'ange qui va lui donner le message sublime, qui va faire d'elle une mère, il a à la place du sexe un chat. Et
ce que nous dit l'histoire de ce tableau, c'est qu'ils se sont mariés, mais elle commence à découvrir que Ozzy est en fait homosexuel et qu'il n'y aura jamais d'enfant entre eux. Donc c'est cette histoire-là qui a l'air d'être anodine, qui est Hmm. pétrie de références, d'iconographie, encore une fois d'ironie dans tous les sens. Et c'est ça qui fait la complexité et le fait qu'on peut regarder ce tableau pendant des heures et des heures. Et alors, pourquoi c'est si ironique? Parce que c'est un drame aussi, quand même. Oui, mais lui, Je ça demande ça l'amuse de. parce Ouais. que Ça la, l'amuse vraiment? Parce que c'est bah, un. Il est quand même ça affectif. l'amuse de mettre Ouais. à jour Ok. les sentiments humains et peut-être ben, là, en l'occurrence, L'innocence de Célia, quoi. Ouais. la fausse innocence ou Hmm. voilà, quelque chose. Et après, il y a un autre aspect qui est un peu bizarre là dans la composition, c'est le côté très sec entre chaque forme, très dessinée. Donc, c'est quand même un grand Ben, dessinateur, là, mais là, c'est pour ça qu'il faut, les pieds dans la voilà, texture, il les. faut Ouais. évidemment, à propos de cette série de tableaux, évoquer un artiste là, de la peinture ancienne qui est une référence constante Ah dans oui. cette période-là chez David Hockney, c'est Piero della Francesca, et surtout ce baptême du Christ, encore une Hmm. fois de la National Gallery de Londres, Si tu peux nous qui mettre, est Nils, pour ouais. lui le principe même de cette clarté, de Hmm. cette netteté de l'image, de cette monumentalité des figures. Enfin, tout ça est évidemment transposé par David Hockney. Alors là, j'ai Alors une attendez, couverture je là qui cherche est... juste une phrase. J'arrive. Oui, pardon. Oui, Oui. c'était le. Parce que c'est une phrase que j'aime beaucoup. Est-ce que je vais réussir à la trouver? Non, évidemment, je vais pas la trouver. Désolé. C'est une phrase de Martin Gayford avec qui David Hockney a fait beaucoup de livres où il expliquait que David Hockney aime la clarté, les choses bien dites, les choses. Voilà, il y a pas de, il y a pas d'ombre en fait dans sa manière de parler, dans ses idées, ouais. Il y a quelque chose de très franc, quoi, comme ça. Oui. Oui, oui. Bon, je ne l'ai pas Il retrouvé, a à la désolé. fois le bon sens de. Certains qui l'ont bien connu et qui connaissent son milieu d'origine disaient qu'il a à la fois le bon sens de sa terre d'origine, c'est-à-dire de ses Yorkshire, qui sont des gens à la fois directs et en même temps très opportunistes et très travailleurs. Voilà les trois caractéristiques peut-être Là, Très j'avais bien. montré Ouais. l'image d'un journal américain, Oui, The Observer. Ouais. anglais, qui est Ouais. intéressant parce que c'est le moment où David Hockney, en fait, sort de ses gonds pour dénoncer à la Tate moderne, à l'époque, Hmm. l'inféodéation, oui, la soumission totale des conservateurs de l'équipe de la Tate au modèle de l'art américain formaliste. Ils ne voyaient que cela, ils ne montraient que cela, et David Hockney leur dit, mais un musée, c'est pas fait pour illustrer vos idées en matière d'histoire de l'art, c'est fait pour sélectionner dans la création contemporaine ce qu'il peut y avoir de mieux, et ça Hmm. peut être d'une école ou d'une autre, peu importe. Et Et de la le titre variété, il parle de variété aussi. Il parle du fait qu'il y a. voilà, Ouais, absolument. ouais, ouais. Et le titre là, très provocateur, c'est No Joy at the Tate, c'est-à-dire la Tate, c'est l'ennui mortel, chose qu'on a connue dans d'autres musées. Hein. Et ça a eu quoi comme réaction? Parce qu'à ce moment-là, donc c'était une Ah ben figure. Ouais, ça a eu un effet. ça a eu un effet. Ouais. C'est sûr que ça a eu un effet. On est en 79. En Hmm. 79, donc la Tate est encore intellectuellement sous tutelle américaine, si on veut. Et puis, 1981, 2 ans plus tard, va avoir lieu, non pas à la Tate, mais à la Royal Academy, une exposition qui s'appelle New Spirit in Painting, faite par un commissaire qui est Nick Serota, qui Hmm. n'est pas à la Tate, et qui montrera en 81 la diversité de la peinture figurative de l'époque, où il montrera des tableaux de Picasso tardifs, il montrera Jean Hélion, il montrera David Hockney, il Hmm. montrera absolument la scène internationale figurative. Et ce truc va être une sorte de déclic total en se disant, mais effectivement, il y a de grands maîtres figuratifs dans ces années-là, on ne les voit pas, on ne les voyait pas, et ça Hmm. vaudra à Nick Serota le succès de l'exposition d'être nommé quelque temps plus tard directeur de la Tate. Donc on peut dire que oui, cette bombe à retardement qu'a posée David Hockney a C'est intéressant. conduit à une Ouais. Tate beaucoup plus ouverte, beaucoup plus diversifiée dans le choix de ses œuvres. Bon, il va falloir faire des tribunes, c'est ça que tu es en train de nous dire là. Et c'est ce qu'il faut faire. Faut faire un Les rapport de artistes, force. Ouais, oui. les Ouais. artistes doivent Ah oui. s'exprimer quand ils trouvent qu'effectivement, Ouais. parce que Euh, leur mission, disons, de montrer et d'étudier leur œuvre, peuvent être aveuglés par des principes qui finissent par être un tout petit peu restrictifs et Oui, ou incohérents. juste être dans une espèce de continuité comme ça qui se pose plus de questions et il faut être un peu secoué des fois pour. Ouais. Et le classique et l'indien, comme dirait Jacques Larousse, quoi. Des fois, il faut un peu d'indien. Ouais. Il faut oser. Ouais. Et alors, Alors, parlons de contre-jour in the French style. Donc voilà. ça, c'est une vue Alors ça, c'est du lié Louvre. à Ouais. on peut dire que c'est une illustration de la passion de David Hockney pour la culture française d'une façon générale, pour la France.
il y a vécu, il s'y est installé à la fin de sa vie, on va le voir en Normandie. Et ça, c'est un tableau qui montre un moment où David Hockney revient à la peinture à l'huile. Changement total de paradigme. Il réhabilite effectivement une technique, une façon de peindre qui est très différente de ces tableaux californiens, mais toujours le même jeu ironique. Le vélum qui est là sur la fenêtre d'une des oui, d'une fenêtre qui donne sur le jardin des Tuileries. On est ici à l'intérieur du musée des Arts Déco, qui dans ces années-là était le musée de l'art contemporain en France, on a un peu oublié, sous Mhm. l'égide de Maté, qui était un directeur qui François Maté, montrait ouais. pour la Ouais, femme. ouais. Voilà, François Maté montrait ce qu'on ne montrait pas ailleurs, hein, très ouvert lui aussi. David Hockney donc expose au musée des Arts Déco, fait cette peinture qui montre à la fois ce qu'il y a de plus classique dans la peinture, c'est-à-dire la perspective, une référence au XVIIe siècle français avec ce jardin à la française, et puis en même temps un clin d'œil ironique à la peinture abstraite, il ne peut pas s'en empêcher, avec ce qui ressemble à un châssis d'une peinture abstraite. Et c'est vrai que là, on est en 74, certains jeunes artistes, on va penser à Support Surface, montrent au même moment, il doit le Mhm. savoir, hein, des toiles qui sont en fait des toiles où on exhibe le châssis, par exemple, tel qu'en lui-même. Et il était quand même travaillé alors il regardait quand même beaucoup ce qui se passait autour de lui. Il sentait Il est tout le qu'il y a temps, une bagarre, quoi. Ouais, il il y est a une tout le temps bagarre. en éveil et il est tout le temps réactif, encore une fois, parce que euh, c'est une constante. Hein. Il n'est pas pris au sérieux et on lui Mhm. oppose régulièrement ce qu'est la façon, j'allais dire, sérieuse de faire de l'art dans ces années-là. Et est-ce qu'on lui reprochait les changements de C'est-à-dire dans une style? logique. Pardon. Pardon. Est-ce qu'on lui reprochait les changements de style? Parce qu'il aurait pu s'arrêter Bah, ça à faire des aussi, doubles. c'est Ouais. pas très raisonnable, ça non plus. En plus, et le marché aussi. Parce qu'on Ouais, pourrait voilà. parler aussi de la Ouais, ouais. relation de David Hockney au marché. Il a Ouais. beaucoup médité sans doute sur les leçons apprises de Picasso. Picasso est quelqu'un qui a toujours exercé en fait un contrôle sur son marché, qui Mhm. tenait ses galeristes dans la main, qui jouait de la rivalité de l'un avec l'autre. Et quand on regarde comment Hockney a construit son œuvre, c'est une réussite étonnante parce il a toujours refusé les grandes galeries, même à l'époque. Il travaillait avec une petite galerie, petite, mais elle est petite au fait, Mhm. à Los Angeles. Il travaillait avec Anneli Yuda à Londres, des galeries de petit format. Il n'est jamais entré dans les très grandes machines parce qu'il tenait à garder cette indépendance absolue, accessoirement le contrôle. Mhm. Ça aussi, c'est une grande Et il leçon. contrôlait aussi ses collectionneurs, des choses comme ça, où il savait où Pas ça jusque-là allait? quand même. Pas Ok. jusque-là. Mais par exemple, S'il les avait contrôlés, il leur aurait demandé d'acheter les tableaux moins chers, je pense. Non, non, Ok. Ouais, ouais. mais bon, ne contrôlez pas. Bah, on parlait de Picasso. Alors Alors, on passons parlait de au Picasso, là, on a Polaroid. Oui. Casse-Mille. Alors, Casmine. c'est un Voilà. moment où, effectivement, ça tombe bien parce que c'est juste après le tableau qu'on vient de voir de Mhm. Contre-jour en style français, qui était un tableau bâti sur la perspective dans toute sa rigueur. Et la perspective le rase au bout d'un moment. Il comprend que c'est totalement inadapté au projet artistique qui est le sien, dans le sens où il fait le constat, il va développer cette théorie-là et cette critique au fil de ses écrits, de ses livres, etc., de ses déclarations. La perspective, c'est quoi? Ben, c'est l'art que pourrait La façon de voir. produire, Très bon livre, où il raconte tout ça. voilà, Ouais. un cyclope immobile. C'est-à-dire que c'est pas intéressant parce que c'est simplement la vision d'un être qui est réduit à un seul œil et dans une posture d'immobilité. Il sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe, que c'est une vision trop théorique, trop mathématique, qui exclut évidemment toute la dimension pulsionnelle qui existe également dans la pulsion scopique, dans le regard. Et donc, il cherche des alternatives à la perspective. Et il en trouve une, évidemment, parce qu'il avait longuement réfléchi et ça revenait dans certaines de ses œuvres, le cubisme. Le cubisme va le fasciner dans ces années-là, parce que c'est pour lui une des premières formulations d'un système optique de représentation du monde qui n'est plus basé sur la perspective monoculaire, mais qui au contraire spécule, travaille sur un espace polyfocal, en même temps avec une relation avec quelque chose qui fascine aussi David Hockney, qui est l'univers scientifique. Il sait très bien que les cubistes étaient passionnés par la relativité d'Einstein, par les débuts de la théorie de la physique quantique, et tout ça, il en parle, il écrit à propos de ces théories-là, et c'est pour ça que le cubisme devient une solution pour lui, et il le pratique, évidemment, avec beaucoup, encore une fois, j'allais dire d'ironie, c'est-à-dire en tournant autour d'un sujet avec un appareil Polaroid, et il compose ces images cubistes, si on veut, qui sont les joiners, c'est-à-dire les images assemblées. Évidemment, on pense à Ambroise Vollard, on pense au grand portrait de la peinture cubiste Alors, héroïque.
Ouais, j'oserais le dire que je préfère quasiment les photographies aux tableaux de, de cubistes de Non, c'est pas, Roswell. non, c'est pas. Non, non, non. Mais il y a quelque chose de très efficace dans ces Ah, c'est très photographies. C'est efficace. incroyable, hein. Ouais, mais Picasso Plastiquement, aussi est assez c'est. efficace. Oui, bon. Alors là, Euh, on voit une couverture du numéro de voilà. Vogue. Du numéro de Vogue Ça me 662. semblait important de montrer ça parce que là, Bravo, Nils, t'arrives à suivre. on Voilà. est dans cette idée qui est aussi une idée constante, même s'il n'a pas toujours les moyens de la formaliser pratiquement, c'est son souci de toucher le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Et quand un magazine lui donne la possibilité d'en maîtriser le contenu, et même la couverture ici, on le voit, alors là, Hmm. il jubile parce qu'il sait que c'est plus 30 visiteurs qu'il va toucher dans un musée, c'est des millions, des centaines, enfin des millions, des centaines de milliers, et on va le voir non seulement dans Vogue, mais dans des quotidiens anglais à très très grand tirage, où il va produire des images qu'il va appeler originales, qui sont originales d'une certaine façon, parce qu'il enverra les sélections de couleurs à l'imprimeur, et c'est seulement les couleurs assemblées qui produiront l'image, donc elle a quelque chose d'original. Hmm. Et ce numéro de Vogue va dans le même sens. On voit bien qu'il est en plein dans le cubisme, parce que là, il reprend, à propos d'un tableau de Célia, évidemment, un tableau presque cubiste de Picasso. Et Mais ce qui est la couverture, elle intéressant a quelque chose de très artificiel, encore une fois, parce qu'il y a bah un oui. faux tableau qui fait Puis de, image, qui et fait puis de objet, totalement, de ouais, c'est incroyable. totalement Ouais. enfantin, je veux dire, de joyeux et d'enfantin. C'est le moment où il met en place, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais toute une pratique du décor de théâtre et Ah ouais, d'opéra, et ouais. en particulier dans ces années-là, il revient au cubisme parce qu'il met en scène les mamelles de Tirésias, il met en scène Parade pour le Metropolitan Opera de New York, et là il retrouve l'esprit qui était l'esprit du cubisme dans son grand moment de fraîcheur, au moment où Apollinaire voisinait avec Picasso pour faire Parade, etc. Et Et- donc, ce qui est intéressant aussi dans ce numéro de Vogue, c'est que là, il va développer son principe d'une perspective qu'il commence à imaginer, qui va devenir obsessionnelle chez lui un peu plus tard, qui est la perspective inversée. C'est-à-dire l'idée que la perspective, on y reviendra, n'est pas forcément celle de la perspective centrée géométrique, mais qu'elle peut être produite par un autre effet. On va voir et Avec il le paint associe à ces deux trolley. Ouais. moments, voilà, il associe à ces deux techniques de perspective la mort d'un côté, c'est-à-dire le sujet carrément réduit à une sorte de lentille presque abstraite, et de l'autre Hmm. côté la vie, c'est-à-dire la peinture qui est capable de vous embrasser littéralement, de venir vers vous. Et donc là, c'est le Et Nature Paint trolley, enfin voilà. la Et photographie, cette encore une fois. perspective Ouais. inversée, De Joe Hughes. elle peut prendre la forme, alors elle prendra la forme de la chaise de Van Gogh, elle prend ici la forme du trolley, c'est-à-dire de la petite, Bah, du... du chariot sur du chariot lequel d'atelier, ouais, on vient de voilà, voir. le peintre pose sa palette, etc. Et on voit bien là, encore une fois explicitement, directement, la référence à Picasso, puisqu'il y a là, sur ce trolley, le volume complet du catalogue raisonné de Zervos de Picasso. Puis il y a même le Alors, Vogue en bas. Ouais, ouais. il y a le Vogue en bas pour faire le lien, évidemment, ça vient de là. Ouais. Et alors, il y a ce chef-d'œuvre incroyable qui est Oui. Pierce Alors ça, Blossom Highway. Ouais, ouais. alors ça, Et c'est il y a plusieurs des... versions. Ce qui m'a étonné, j'ai découvert ça en préparant l'émission. Elle Parce est au que, Getty, la version ouais, il y a deux originale. versions. Mais il y a deux versions. Oui, 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 il y en a une petite, Il y a deux qui est montages. moins Ouais, aboutie dans ouais, la forme. Et ouais. effectivement, là, c'est plus le Polaroid, c'est d'un appareil 35 mm. Et là, il produit des milliers et des milliers d'images qu'il assemble Mm. pour produire ce tableau dans lequel l'œil n'est plus immobile, mais au contraire, va se déplacer comme on se déplace à l'intérieur d'un vrai paysage. Et c'est cette mobilité-là qu'il essaie de restituer dans ce tableau où, effectivement, on va les butiner un arrière-plan pour mesurer les détails, on revient, etc. Il y a une ivresse aussi des matières qui est presque là pour le coup Photoshop. Enfin, il y a quelque chose. On voit le Ouais, grain de avant l'heure. le grain de la Avant route, les petites bières et tout ça. Il y a un truc Gregory Crewdson, un peu cette espèce de malaise qu'on a quand on voit des choses artificielles comme ça, oui. retouchées dans tous les sens. Ouais. Alors, on a ici une peinture ancienne qui est une annonciation. Ah Je sais oui. pas si Alors tu ça, l'as. c'est Tout la ça l'icône. pour Ouais. évoquer cette perspective inversée. Bon, elle est très intéressante parce qu'elle existe dans l'histoire de l'art, hein, Hmm. précisément avant la Renaissance, qui va mettre en place le système perspectiviste. On a, dans la peinture byzantine en particulier, ce système de représentation qui fait que le point de fuite n'est pas au fond de l'image, mais derrière vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les formes sont en saillie. Euh, et je reviens à une image qu'on a vue précédemment, qui est l'image qui s'appelait érection. Ouais. Il y a tout au début. Pourquoi? Ouais. Parce que quelqu'un s'est penché sur l'histoire de la perspective inversée, qui a pris la forme à un moment donné des anamorphoses. Une anamorphose, c'est une figure qui vient vers le spectateur. Hmm. On pense au fameux crâne des ambassadeurs d'Holbein, sur lequel National Jacques Gallery. Ouais. Lacan a écrit.
Et qu'est-ce qu'il écrit à propos de cette anamorphose? C'est lui qui le dit, c'est une érection. C'est-à-dire qu'au fond, cette perspective inversée Mm. exprimerait une des deux composantes de la vision, l'une étant la vision géométrique qui est celle de l'œil, et ce que Lacan appelle le regard, c'est-à-dire tout ce que l'œil peut avoir de pulsionnel, de fantasmatique, de désirant. Et c'est la raison pour laquelle ça devient un objet essentiel pour David Hockney. Le cubisme, c'est aussi un regard du désir. C'est un truc, les nus de Je Picasso, on pense, regarde de tous les côtés, il y a un truc comme je ça, on veut englober pense, la personne. je Picasso n'hésitait pense, pas à faire tous les trous dans tous les sens tout à fait. sur une Mais surface, quoi. Il y avait un truc. c'est pas ce que l'orthodoxie historiographique Ouais, nous a dit du cubisme. On en a fait un objet totalement rationnel, ouais. géométrique, etc. Alors que Hockney s'amusait beaucoup de ça en disant mais pour peindre un tableau cubiste comme Picasso l'a fait, il ne pouvait le faire que en couchant avec son modèle, Il y a un enjeu de c'est-à-dire en possession, tournant quoi. autour de lui, Ouais, ouais, ouais. en le regardant Ouais, par au-dessus, par en dessous, etc. Oui, ouais. possiblement. D'ailleurs, j'ai vu un nu de. Alors, on n'a pas mis dans la sélection, mais j'ai vu un nu, Oui, un joiners d'Hockney d'une femme. C'est voilà. très, très, très Ah, sexy, hein. Ça marche très bien. absolument. Ah oui, 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 bien sûr. Impressionnant. Ah non, Alors, on va l'héros, passer c'est à Comment? Héros, est une grande figure pour David Attenborough, bien Oui, sûr. ça d'ailleurs, on n'en parle pas, mais c'est un peu dommage, mais c'est les dessins d'Hockney qui sont quand même tous incroyables. Enfin, pour le coup, Et c'est un oui, génie pur dans la et oui. simplicité, dans les rapides road là, les dessins comme ça, très, ces amoureux ou des amis lassifs en vacances. Et ça, c'est le fruit d'un Ouais, travail acharné. Non, mais ouais, c'est toujours ce qui est frappant hein, chez lui. c'est vraiment Alors un ici, génie, quoi. on voit une Alors, une impression. On passe à la voilà, technique. voilà. On voit une photocopieuse qui est la première photocopieuse mise sur le marché, qui est une photocopieuse couleur. Évidemment, Hockney, ça aussi, c'est une composante de son attitude quotidienne en termes de peintre, hein, comme Mhm. peintre plutôt, c'est qu'il est attentif à toutes les techniques de production d'images qui, à un moment donné, pourraient légitimer l'obsolescence de la peinture. On vous a fait le coup avec la photographie, ça l'amusait beaucoup. Aujourd'hui, la peinture est morte. Il y a même une Ouais. exposition qui a été faite qui associait l'invention de la photographie et la soi-disant mort de la peinture. Et tout ce qui annonçait la mort de la peinture le faisait mourir de rire, disant mais la peinture, elle a commencé avec Altamira ou même avec la Mhm. Chambé ou avant. Elle survivra à toutes les machines, à tous les outils techniques qu'on a inventés pour produire des images. Pour Le les problème, c'est docteurs, qu'on fête les 200 ans de la photographie, on va jamais se fêter les 37 000 ans de la peinture, c'est dommage. c'est dommage. En tout cas, il est attentif à la technologie. Il achète évidemment, il installe dans son atelier cette photocopieuse couleur, et à partir de là, il en fait un outil de production d'images, ce qu'il appelle les home print, c'est-à-dire une impression maison, où il va bidouiller les couleurs, faire un tas de passages multiples de la même image pour en densifier les formes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces nouvelles technologies, il s'en sert pour produire des nouvelles images qui vont enrichir sa peinture. Ça va lui donner des moyens à la fois chromatiques et même parfois graphiques qu'il va Mhm. recycler immédiatement dans ses tableaux. Parce Voilà qu'il un est, home print, par exemple. il est quasiment contraint aux couleurs vives comme ça, ou des choses. Ça, c'est la Ouais, machine qui ouais, impose ça, ouais, effectivement. Alors là, c'est un détail d'un rouleau chinois. ouais. Pourquoi? Parce que parmi les recherches de David Hockney d'une vision alternative à celle de la La vision perspective, ouais. monocentrée de la perspective, il y a la peinture chinoise. Il se passionne pour la peinture chinoise, il va au Métropolitain regarder attentivement les rouleaux, et on sait que ces rouleaux, au fond, c'est une représentation d'un paysage, mais avec une mobilité du spectateur et donc de l'artiste. On se déplace dans les rouleaux, à la différence effectivement du tableau de la Renaissance qui est lui totalement centré. Et ça intéresse beaucoup l'idée de la mobilité. Et ça le conduit à peindre un tableau très peu connu, qu'il a peu montré parce qu'il le trouvait totalement raté. Ce qui est C'est intéressant bien avec ça. Hockney, c'est qu'il y a il y a des tableaux très importants dans Mhm. la production de Hockney. C'est bien pour un peintre de prendre conscience de ça. Des Ouais. tableaux auxquels il croit pendant des mois, il y travaille intensivement et ils sont totalement ratés, il le sait, mais le tableau va lui permettre d'aller plus loin. Et celui-là, Et tu le ça, trouves ça raté, m'étonne. la rue comme ça, tu le trouves. Oui, alors là, il s'était dit, au fond, le paysage de Los Angeles, on ne le voit jamais à pied, on Mhm. le voit toujours en voiture et en mouvement. Donc, il Mhm. faut donner cette idée-là du mouvement devant une rue. Et c'est un tableau qui était d'une longueur extraordinaire, Ouais. mais effectivement assez pauvre plastiquement, parce que voilà. Ok. Par Et alors, contre, passons à Melon ce, Drive. Ouais. par contre, celui-là, il est parfaitement réussi. Et c'est quoi? C'est David Hockney qui restitue son voyage en voiture dans un paysage, en particulier sur la route de Mulholland Drive, qui conduit
de Los Angeles à son studio qui était sur les collines. Et là, effectivement, on le voit traverser ce paysage et puis rabattre les plans comme dans les peintures chinoises. Enfin, ça combine à la fois, disons, Creuser les dans la leçons du toile. cubisme, Ouais. les leçons de la Chine, les leçons Mm. du cubisme et presque peut-être du futurisme dans l'idée du déplacement total à l'intérieur du tableau. Puis avec un goût des couleurs quand même complètement artificiel là pour le coup, hein. Ah oui, C'est le. Et alors il y a une autre chose, c'est que c'est à un moment donné où Hockney devient sourd. Il commence à être oui, appareillé en 79. Ça c'est oui, quand même aussi quand on a l'oreille interne qui marche pas bien et tout ça, il y a quand même un rapport à oui. l'espace qui change, non? Alors ça c'est ce que disent beaucoup les commentateurs des tableaux qui suivent, là, Ok, c'est-à-dire des tableaux de vagues, en disant, là, c'est l'univers d'un homme qui perçoit l'espace d'une façon différente parce qu'il est devenu plus ou moins sourd. ouais, Moi, j'ai toujours pensé, ma grand-mère avait une phrase en disant, euh, il n'est pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et je ok, pense que la surdité de David Hockney, pour l'avoir assez connu, était une sorte de bouclier contre les emmerdeurs et contre ok. les propos qui finissaient par le lasser. Mais c'est vrai qu'il C'est avait pas quand même ce Goya problème. alors, c'est pas Goya. Mais très vite, il s'est équipé avec des Ouais. appareils, etc. Donc, je ne sais pas. En tout cas, là, on a les Parce que par vagues. exemple, il y avait le, je me souviens de l'installation que vous aviez fait à Ah Beaubourg, oui, qui était super belle. D'ailleurs, je sais pas Snail's si elle est, Face. donc c'était une installation avec des sculptures comme Oui, ça et des éclairages très bizarres. Et justement, on avait un oui. sentiment de déséquilibre devant qui était très réussi. Ah oui. Enfin, vraiment la scénographie, c'est un souvenir incroyable. Ça, c'est j'ai jamais ressorti cette pièce d'ailleurs. Elle est pas. Non, elle est assez compliquée à Ouais. mettre en C'était œuvre, elle super, coûte hein. assez Ouais. cher, Ouais. mais elle existe, hein, elle peut être Ok. réactivée. Ouais. Et c'est en fait aussi la traduction de toutes les expérimentations qu'il avait menées dans le domaine du décor de théâtre. Ouais, c'est ça. Pas Ouais. loin Il y de a un ça, truc. on n'est pas loin de Ouais. ça. Ouais. En tout cas, là, on est avec les vagues, et ça, c'est le moment, on voit bien, on commence à le dessiner dans l'œuvre d'Hockney, on n'a pas suffisamment de temps pour le montrer, mais on a Ouais. été du pôle The le Sea of plus Malibu, Nils. Ouais. au pôle le plus abstrait ici. C'est-à-dire Ouais. qu'après avoir été très loin dans la figuration, il change de braquet et il repart dans l'autre sens, et ça donne des tableaux abstraits comme celui-là. On parlait beaucoup de vagues. Moi, j'avais une lecture quand je les ai vus la première fois. Je lui ai dit un truc évidemment un peu choquant. Je lui ai dit, mais c'est des endoscopies. Ok. Mais bon, c'est une lecture qui n'a pas eu postérité. Mais je trouvais que ça montrait encore une fois, Mhm. l'intérieur, les organes, parce que tout ça, Ouais. ça ressemble un peu à des organes, enfin, à Il y a quelque un truc de chose du de chant aussi, un peu. Là, peut-être. ouais. Ouais. En tout cas, c'est le moment où il s'achète un atelier sur la plage de Malibu, et c'était très amusant cet atelier parce qu'il avait aménagé de telle sorte que dans le salon, il y avait un plancher vitré, et quand la marée montait, on voyait les vagues arriver sous le truc. Et ça, Ouais, évidemment, pour lui, c'est ça a classe. été une source Ouais. d'inspiration fantastique. Ça fait un peu Et méchant de James encore une Bond. fois, ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que ça a encore à voir avec l'abstraction. Et c'est quelque chose qui m'avait dit un jour, oui, les tableaux qui sont les very new paintings, c'est-à-dire les tableaux les plus abstraits, lui ont été inspirés par les gravures qu'il avait découvertes chez son imprimeur, qui était Tyler, très très grand printmakers américain, qui avait fait les paper pools de David Hockney. C'est-à-dire qu'il avait mis au point cette technique qui permettait de colorer le papier dans la masse Ah oui, et ça de c'est donner magnifique cette ça. luminescence Ah ouais, extraordinaire. ça c'était Et génial. quand David Hockney va dans l'atelier de Tyler pour mettre au point ces trucs, il voit ce que Tyler venait de faire quelques temps plus Il est tôt. trop Voilà, beau ça. c'est les Ouais, paper pools. C'est sublime parce qu'on a l'impression que la lumière vient vraiment du ouais. papier, quoi. Et puis, quand il va chez Tyler pour faire ses paper pools, il voit des gravures que vient de réaliser Tyler qui sont ça, c'est-à-dire le virage De Frank totalement Stella. baroque de Ouais. Frank Stella. Et peu d'historiens l'ont dit, mais tous les tableaux abstraits de cette période-là de Hockney viennent de ça. Et c'est Ok. génial, parce que les tableaux voilà, de Stella sont extraordinaires. Ni, je sais pas Alors si on ça, a vu c'est le un Frank Stella. Ouais. nouvel outil de... C'est le seul... Alors, parenthèse sur Stella, Ouais. je crois que c'est le seul peintre abstrait qu'il a toujours considéré comme étant un absolu maître, Ok. un immense peintre, pour lequel il avait un respect infini. Ça, j'ai toujours entendu ça. C'est important et je crois qu'il a raison. Mais bon, Trop bien. ici, on voit un Ouais, un fax. fax. Alors ça, c'est aussi amusant. Ouais. Il découvre le fax, il en achète immédiatement un, et là, il commence à faire, toujours pareil, une sorte de dumping de son propre art en se disant, je vais envoyer à mes amis des images originales. Et d'un Mhm. seul coup, moi j'avais un fax à l'époque, j'habitais au Sable d'Olonne, je préparais l'exposition Mhm. en Au Canyon, musée des et Sables je vois d'Olonne. dérouler Ouais. des fax de David Hockney.
Et il s'amusait comme un petit fou à envoyer des fax sur la Terre entière, avec aussi, c'était une façon d'envoyer des images originales, puisqu'il n'y avait Mhm. pas il n'y avait pas de dessin préparatoire, il n'y avait pas d'œuvre finale. L'œuvre, c'était le fax, et donc il nous l'envoyait. Alors à l'époque, hélas, je dis hélas pour moi, c'était sur des papiers thermiques qui Ah oui, faisaient que merde. les images, vous voyez, voilà, disparaissaient, Mais ce qui est etc. beau, c'est que il y a aussi quelque chose de l'ordre du cadeau, quoi. C'est-à-dire du cadeau aux C'est, amis, c'est, de voilà, trouver une technique en faisant des cadeaux, ça, c'est voilà, juste, c'est la ouais, créativité immédiatement transmise à ses amis et en ouais. même temps dans une forme très non spéculative, c'est-à-dire non marchand. Et voilà, ça c'était le premier fax qu'on recevait qui parlait de l'atelier de fax de Santa Monica. Voilà. Et Très donc là, drôle. raconte-nous l'histoire de Sao Paulo, parce que c'est quand même une Ah oui. anecdote Alors savoureuse. Sao Paulo, c'est Ouais, ouais. savoureux. Il est en pleine production des fax et la Biennale de Sao Paulo l'invite pour qu'il réalise une grande œuvre. Il dit très bien, je vais vous faire une chose monumentale. Et il faut préciser que le commissaire de la Biennale de Sao Paulo lui dit David, on voudrait une très grande œuvre de vous, mais on n'a pas les moyens ni de l'assurer ni de la transporter. Hmm. Qu'à cela ne tienne, David Hockney imagine une composition de quelques centaines d'images de fax qu'il fallait rabouter et l'œuvre devient une sorte de performance en direct dans la Biennale de Sao Paulo où le commissaire reçoit les fax les uns après les autres et les assemble dans une grande Une mise au fresque. carreau. Ouais, C'est l'œuvre. Et le gag, c'est qu'à la fin de la biennale, le commissaire appelle Hockney en lui disant Qu'est-ce que je fais de l'œuvre et Hockney répond Faxez-la moi en retour. Évidemment, ça n'avait pas non plus. Le truc, c'est qu'en plus, ça n'a pas vraiment réussi, parce que je crois qu'il n'y avait pas de bonne connexion entre Sao Paulo et Los Angeles. Donc, il a fait semblant de l'envoyer. Il a pris une chambre d'hôtel, il l'a envoyé à son assistant, lui, a fait le voyage à Sao Paulo. C'est ça, il y a un truc comme ça, Oui, en oui, plus. oui, Ouais, ouais. toujours. Non, mais c'est marrant de suivre, de continuer la blague comme ça. Oui. Alors, on parlait de mise au carreau, ou enfin, une manière Alors, oui. d'arriver à des choses comme ça, et il s'attaque à d'un coup des toiles énorme Alors, format. Ouais, ce qu'on voit aussi, hein, on en a parlé à plusieurs reprises, ouais. c'est ce que les Anglais appellent le bon sens des gens du Yorkshire. C'est-à-dire que Hockney trouve des solutions pratiques. On a parlé des fax, il bidouille, il l'envoie, etc. Pour le Grand Canyon, c'est pareil, parce qu'il rêvait de faire un immense tableau. C'est le moment où on fait l'exposition, la première au Centre Pompidou. Mm. Mais David Hockney savait que c'était un véritable problème pour les emprunteurs. Il avait fait cette expérience avec le fax, hein, et il Ah se dit oui. comment faire un tableau immense qui coûte pas cher en transport. Eh bien, il le fait en petits panneaux et on assemblait ça d'une certaine façon. Donc, il y a cette idée-là aussi très pratique. Ce qui est amusant, c'est que vous voyez ici la version qui était présentée au Centre Pompidou, alors qu'au tout début de la présentation, on voyait David Hockney devant le tableau à Ouais, Los Angeles, il met les bras en l'air et on voit qu'il y avait le ciel. Et ouais. quand le tableau arrive au Centre Pompidou, je dis mais où est le ciel? Je l'avais vu à Los Angeles. Et l'humour de Hockney était, il me dit The sky is in the basement. C'était le ciel est au sous-sol, c'est-à-dire à la cave, il l'avait descendu. Bon. Ok. Et ça, Et donc ça, il c'est est montré comme intéressant. ça maintenant au Louisiana. Là, on va voir il est Oui, montré sans ciel au Louisiana Museum. Ouais. Donc il a enlevé le ciel, quoi. Ouais. il a enlevé le ciel. Ça lui plaisait Ok. pas, il avait raison. Le ciel était un peu neuneux. Ça l'intéressait le ciel parce qu'effectivement, il avait rendu dans le ciel un nouvel hommage, un de plus à Piero della Francesca, c'est-à-dire qu'il avait un bleu absolument sublime avec des petits nuages très très beaux blancs comme dans le baptême du Christ. Mais finalement, ça marchait pas pour le tableau. Le tableau donc était une sorte de tour de force parce que présenter le Grand Canyon, il faut savoir que dans la tradition américaine, il y avait un surnom qui était donné par les peintres au Grand Canyon, c'est le désespoir des peintres. C'est-à-dire qu'en principe, personne n'arrivait à le représenter. Ce qui est un peu faux parce qu'il y a un peintre de l'Hudson Bay River qui l'avait Mhm. représenté, magnifique, c'est Moran. Et, Alors, et là, il le peignait d'après le modèle. Enfin, il était absolument, sur le. Ouais. il Il y est avait sur encore le la bonne. modèle, il fait des études, il fait des aquarelles, il reporte ça dans l'atelier, etc. Ok. Il était encore en bonne Oui, oui. santé, alors là. C'était. Oui. Ah ben totalement, non, 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 il Ouais. est jusqu'au très tard, oui. Mm. Alors là, on a en fait, au moment où il peint le Grand Canyon, il commence à revenir dans son Yorkshire d'origine. Principal Il- Bowie Hill. Ouais. voilà, et il s'intéresse au paysage du Yorkshire qu'il peint au fond comme il avait peint Los Angeles, c'est-à-dire qu'avec une intensité chromatique, c'est un peu la traduction de Mulholland Drive, mais version Yorkshire. C'est-à-dire que c'est toujours en bagnole, il y a la voiture et c'est comme ça.
Et pareil, il y a des Alors, jeux d'écriture là qui sont quand même hyper. On oui, touche déjà à quelque chose qui va arriver, qui sera ouais. la partie Van Gogh de sa peinture, mais il y a quand même des jeux d'écriture incroyables parce qu'il y a le gros tas jaune, là, il est frotté. Enfin bon, il y a plein de manières d'écrire. Van Gogh Ouais, est ouais. effectivement dans ces années-là, et plus le temps va passer, l'artiste auquel il se réfère le plus, parce que c'est pour lui évidemment naturellement l'immense coloriste, et en Mhm. même temps quelqu'un qui mettait une passion émotionnelle dans ses représentations, et ça, on l'a vu, c'est propre à Hockney. Et on n'en a pas Ici, on parlé, voit un mais. livre, Pardon. Ouais. pardon, Non, vas-y, continue, pardon. on voit un livre qui est Le savoir secret des peintres. Ah oui, alors non, non, attends, je vais juste parler de ça. Il y a un petit passage, juste on n'en a pas parlé, mais à partir des années 80, il y a de moins en moins de figures humaines. Parce que Oui, justement, avec la perspective inversée, en fait, la figure humaine, c'est le spectateur, quoi. Il y a cette chose-là qui joue ou oui, pas mais tant que ça, hein. ça fait partie des éléments de cette balance. Hmm, C'est-à-dire qu'il va vers l'abstraction, là il en sort à peine, et quand il va vouloir revenir à une figuration, ce qui va être inéluctable, ça hmm. passe généralement par le portrait, j'allais dire, au réalisme et à la figuration la plus serrée. Donc là, je voulais montrer un livre parce que Oui. Hockney, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres. Alors ça, Il c'est s'est entouré. le livre préféré de notre émission. Il y a tout le temps des peintres qui en parlent, hein. Voilà, Ah je te le oui, dis parce que c'est vraiment parce un livre qu'effectivement, d'atelier. un Ouais. peintre qui regarde l'histoire de l'art, alors là, il regarde la technique des peintres, il y en a d'autres où il fait une sorte de grande fresque de l'histoire de l'art universel, on en parlera. En tout cas, c'est quelqu'un qui passait son temps à regarder les maîtres anciens, à aller dans les musées, ça aussi, je crois que c'est quelqu'un de très Hmm, important. Et là, dans ce livre, il a levé un certain nombre de controverses parce que euh, il démontre dans ce livre, au fond, que les artistes, très très tôt, ont utilisé des outils techniques. Alors évidemment, c'était une réponse, encore une fois, parce que tout est le fruit de ces échanges. Quand il a commencé à peindre avec des fax, des imprimantes, de Polaroid, etc., on lui a fait le procès de dénaturer la peinture elle-même. Et tu hmm. renonces à la peinture, etc. Non, non, pas du tout. L'utilisation des outils techniques, c'est une constante dans l'histoire de la peinture et je vais vous montrer comment. Et donc, il s'entoure d'historiens d'art très capés Hmm. pour démontrer qu'effectivement, tout le monde a utilisé des Van Eyck, soit des miroirs concaves, soit des caméras obscura, toute une série d'appareils. Et il arrive à Ingres en disant, mais les portraits d'Ingres sont tellement fascinants, ils ont stylistiquement un aspect qui les apparente à Warhol. Ah bon? Pourquoi? Parce que le détail du visage et d'une finesse extraordinaire. Par contre, les attributs secondaires, les vêtements, Hmm. etc., sont jetés comme le sont les détails dans les compositions de Warhol. Il dit, si Ils il sont fait projetés. ça, Ouais, ouais. il y a un outil derrière ça. Et il est persuadé, je ne sais pas si c'est vrai, que Ingres utilisait la caméra Lucida, parce qu'on sait que quand il arrive à Rome, Ingres gagne son argent quotidien en réalisant des portraits de personnages presque dans la rue, comme un peintre caricaturiste peut-être. Hmm. Et Hockney se dit, il ne pouvait pas aller si vite et les réaliser avec tant de précision sans avoir un outil technique. C'est controversé cette hypothèse, hein. Mais ça, Ça a levé des alors, débats. ce qui est très beau dans le livre, c'est moi, je trouve que c'est un des plus beaux livres d'histoire de l'art récents, hein. C'est-à-dire il y a une démonstration visuelle. Donc là, par exemple, on voit les dessins de Ingres avec le portrait que David Hockney a fait à la caméra lucida des gardiens de la National Gallery. Il peut y avoir aussi la fameuse touffe d'herbe de Dürer qui est mise en noir et blanc à côté d'une photo en noir et blanc pour montrer tout Oui, ce qu'il peut y avoir oui, on peut oui. dire de texture, de réalité dans ces objets-là. Euh, le fait est que moi, plein d'historiens de l'art se pincent le nez devant ce tableau, ce livre. Là, ce que je trouve beau, c'est qu'il a réussi, il montre par la pratique que c'était peut-être comme ça que ça s'est fait, quoi. Voilà, c'est ça que Mhm. j'ai du mal à comprendre pourquoi Oui, oui. ça n'a pas plus réfléchi dans le milieu de l'histoire de l'art. C'est-à-dire comme si on n'écoutait pas la manière dont Oui, c'était oui, fait bien les sûr. tableaux. Je pense que par Oui, exemple, oui. l'argument de Caravage est quand même très impressionnant. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de dessin derrière sous le tableau de Caravage. Finalement, c'est un fond noir Caravage, et puis d'un coup, il y a des personnes qui apparaissent, et donc ça peut être aussi des projections de visage, et notamment il y a des tableaux, où il y a des problèmes de proportion entre les Oui, personnages. oui, Donc, oui, bon. oui. Et Alors, je donc vais te ici, poser. Ouais, ce ouais, qu'on voit, c'est qu'il s'est doté, David Hockney, d'une caméra Lucida ouais. Donc, pour c'est le petit réaliser les truc. portraits Ouais, des agents de sécurité d'un ouais. musée américain, pour Et alors, montrer qu'effectivement. Alors ça, c'est important parce que ça, c'était dans l'atelier euh, pendant des années. C'est-à-dire qu'il assemblait des cartes postales dans les ah oui, musées, carte postale. on Oui, lui oui. envoyait des cartes, Ouais, et il développait une sorte de grande fresque ouais. chronologique avec des césures par décennies, par siècle parfois, pour montrer qu'il y avait des ruptures totales dans la façon de représenter. Et pour lui, la réponse était, c'est le moment où Hmm. apparaît un nouvel outil technique qui permet
un saut qualitatif dans la représentation visuelle du réel. Oui, Et ou alors, c'était par exemple les lentilles, c'était par exemple les miroirs, la caméra obscura, etc. Et il donc c'est un peu, s'appuyait. par Nice, on peut voir ça par exemple avec les armures, où il passe comme ça jusqu'à Van Dyck, qui est très très photoréaliste, à, voilà. Il y va dans les détails comme ça. Et il y a aussi, il oppose aussi des peintres contemporains, mais qui n'ont pas la même manière de travailler. Donc il y a par exemple Cézanne et Bouguereau, puis d'un coup on voit vraiment que il y a l'œil, il y a l'œil il pourrait y avoir des appareils optiques derrière, quoi, voilà, chez Bouguereau. Ouais. Alors ça, c'était pour montrer comment il rapprochait Warhol des portraits Ouais, ouais. des On va portraits passer, d'Euler. on peut passer à autre chose que Voilà. Savoir Secret, hein. Tout ça, vous Juste, l'avez juste je vu. précise que Savoir Secret, il en a fait aussi un film avec la BBC. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je mettrai le lien à la fin Oui. sur la chaîne. Enfin, je mettrai le lien à la fin de la vidéo. Mais donc vous pouvez retrouver ça où d'un coup on le voit en train de peindre justement et ça donne plein d'imagination. Il y a vraiment un truc de mise en scène qui est très intéressant et très généreux encore une fois de sa part, quoi. Ouais. Alors ici, on est à nouveau dans les paysages du Yorkshire. Voilà, Ça, on c'est repasse quand au il Yorkshire. s'y installe de façon beaucoup plus durable. Et il s'y installe avec une sorte d'obsession. C'est de capter le premier moment du printemps. Euh, il explique qu'il a passé de longues années en Californie et que ce qui le frappait en Californie, c'était l'absence de césure entre les grands moments du cycle solaire. Il ne voyait pas l'été de l'hiver, il ne voyait pas le Hmm. printemps, etc. Donc il arrive au Yorkshire et là, il se passionne et il attend, il passe plusieurs années pour capter le bon moment au jour près. Et il va représenter effectivement les 4 saisons et en particulier l'arrivée du printemps, on va le voir. Alors là, il reproduit dans le Yorkshire cette espèce de gigantisme par image juxtaposée en réalisant cet arbre monumental, hein, Donc on ça, c'est l'avait vu Big à. Earth 3 Hills, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve qu'il prend un sujet vraiment très bête et presque froid, et c'est presque un moment où il fait, c'est l'hiver, et c'est pas sexy, quoi. C'est ce qui était pour moi le plus frappant dans Ouais, cette série-là du Yorkshire, c'est que je suis allé le voir là où il peignait et ouais. il me montrait les sites où il produisait les œuvres. Et les bras m'en tombaient parce que c'est des sites, mais je ne voyais pas en quoi ça pouvait être intéressant visuellement, en quoi un artiste pouvait en tirer quelque chose, et il en a fait quelque chose de génial. Donc, ouais, Oui, ça, les j'ai trouvé peintres ça voient. très beau parce qu'il parlait du fait que les arbres l'hiver, c'était justement les moments où il y avait le plus de vie, parce qu'on voyait justement cette espèce d'explosion comme ça des branches. Ouais. Alors, dans les outils techniques qu'il va Ah ouais. acquérir immédiatement, c'est les petites caméras portables haute définition. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du cubisme en mouvement. C'est-à-dire qu'il va installer, on le voit ici, une dizaine de caméras sur une sorte de grand Un rack, ouais. quadrillage Ouais. métallique. Ouais. Et il va, avec un véhicule, se déplacer dans le paysage et recomposer ces images avec évidemment beaucoup de travail de post-production avec les ordinateurs, etc., pour arriver à ces images sublimes qu'on avait vues, encore une fois, au Centre Pompidou. Ouais. Et Ce ça, sont c'est les très très quatre réussi, saisons. hein. Ouais. C'était magnifique, c'était d'une poésie absolument incroyable. Et à la différence d'une vision monofocale, chaque détail et chaque écran est d'une netteté absolue et raconte une histoire un tout petit peu différente de celle de l'écran d'à côté. Donc ça permet comme ça une sorte de vivacité de l'œil du spectateur qui le rend en fait à la fois à sa corporalité et en même temps à son mouvement dans le paysage. Oui, parce qu'il y avait Donc c'est aussi quelque chose, une vitesse de défilement qui était voilà, très très lente comme ça, très très lentement. très sereine. Voilà, il y a un truc de la vitesse du serein, quoi. Ça, il faudra remontrer ça parce que c'est quand même Ouais. très touchant, très Et émouvant. ça Et appartient à ça, une voilà, collection. tableau qui nous a donné au Centre Pompidou Alors, après l'exposition, qui est un ouais. immense tableau qui s'appelle The Arrival of Spring. C'est l'arrivée du printemps. Et on voit là à la fois bon, le paysage tel qu'il l'a transposé, et tel qu'il l'a transposé à la fois en retenant les leçons de Van Gogh dans l'espèce d'intensification arbitraire des couleurs, en même temps avec un sens décoratif fabuleux qui, on n'en a pas Oui, on est presque parlé, Nabil. Ouais. mais vient, voilà, vient à la fois de Sérusier dans voilà, et puis aussi de Matisse, euh, et aussi avec le premier plan, ce qu'on ne voit pas très bien ici, mais on le voit dans le tableau qui est monumental, une attention à la botanique qui renvoie à ce qu'il avait vu chez Dürer, c'est-à-dire Hmm. que chaque feuille, chaque herbe, chaque fleur est détaillée comme le ferait un véritable botaniste. Et ça, c'est toute l'amour, disons, de David Hockney à la fois pour la nature et le paysage. Et là, on est d'accord que tout ce qui est ironique est parti. Il y a plus de, il y a le Ouais, grinçant, non, non, il y a là quelque c'est chose de. l'émerveillement, là Ouais. j'allais dire, c'est Bambi. Non mais, C'est quoi? C'est Bambi? Ah oui. non, non, mais il y a quelque chose de la Mhm. fraîcheur et de l'émerveillement enfantin qu'on peut avoir
dans les premiers films de Disney. Enfin, Ouais, ouais, et faut ça, pas il le avoir peur lâche de quoi? ça. C'est à la fin des années 90, il lâche les choses. Mais oui. Il y a un truc. Ben, oui, oui, il n'y a plus besoin de, il a plus besoin de se battre contre l'adversité, contre la Hmm. peinture abstraite, contre tout Ah oui. ça. C'est bon. Donc il est dans la facilité Bon, alors, dans sa vie, donc d'un coup oui. il peut se permettre d'être premier degré comme ça. On va arrêter de Voilà. l'emmerder quoi. Ouais. Alors, puis c'est le propre Donc faut de pas emmerder les l'âge. artistes. Vous verrez quand vous Oui, aurez oui. 80 ans, c'est Prof ce de qui est lettres. intéressant. C'est pour ça il faut tenir bon. Ah bah Alors, ben, on va en parler alors, les de la ordinateurs, fin de évidemment, il David. achète les Ouais. premières palettes graphiques, etc. Il produit des images numériques avec Photoshop comme celle-là. Alors, très Et puis, artificiel, très impressionnant. voilà. Là, c'est presque des cauchemars artificiels hein, quand même. Oui, L'eau oui, en bas, là, c'est presque gênant de toutes les oui, perspectives, de oui. la matière de C'est la étonnant. moquette Et puis ouais. évidemment arrive le premier smartphone avec une petite palette graphique et il fait les premiers dessins. Et là Ouais. aussi, il reproduit le jeu qu'il avait entrepris avec le fax, c'est-à-dire il envoie des images à ses amis. Si vous étiez dans son fichier, il Hmm. envoyait des images, toujours pareil. Partager son émerveillement au fond, hein. C'est Hmm. ça le truc. Voilà Et une j'adore l'idée image. qu'il invente parce qu'il fait des cadeaux, quoi. Bon, c'est ça que je trouve très beau, c'est Ouais, ouais, d'inventer par ouais. les. Non, C'est absolument. très émouvant. Ouais. Et ça, c'est une image un peu émouvante parce que lors de la rétrospective donc, qu'on a réalisée au Alors, Centre attends, c'est quelle Pompidou, image dont tu parles? Quelle image dont tu parles? c'est celle de la Alors, réinterprétation de l'Annonciation ah oui, d'Angélique. d'accord, d'accord. Alors, on arrive plus Émouvante, toi. pourquoi? Parce que Annonciation de Niels. Ouais. on parle de faire une rétrospective et la première chose, la première remarque de David, c'est OK, tu fais ce que tu veux pour la rétrospective, mais tu me laisses la dernière salle. Pourquoi? Parce que je veux montrer les peintures les plus fraîches. L'idée étant évidemment de ne pas sanctuariser ou Hmm. momifier l'œuvre de Hockney, mais ça c'est propre de tous les artistes, montrer que non, ça continue. Tout ça n'a Hmm. servi qu'à arriver à ça. Et donc, dans les tout derniers tableaux qu'on attendait, je ne connaissais pas du tout ce qu'il allait faire, Ouais, ça il c'est nous cool. envoie cette série de tableaux, donc des shape canvas. C'est marrant parce que là encore, il cite, regardez le sol derrière au sol de cette composition, c'est un tableau shaped tableau à ligne de Frank Stella. Hmm. Mais en même temps, c'est l'annonciation d'Angelico, mais en même temps, c'est la perspective inversée, mais en même temps, c'est voilà, beaucoup de choses. Et c'est des tableaux, quand ils sont arrivés dans l'accrochage, si on les touchait, c'était mou. Hein, ça venait, il venait en direct par DHL de l'atelier de Los Angeles. C'était Et génial. alors, par contre, il y a un petit truc de touche de peinture qui est pas le plus agréable on est d'accord. Parce que le Obama qu'il a fait, qui était il est très beau, celui-là, il est peut-être un peu plus dur. Au niveau des visages et tout ça, Je vous c'est. laisse, je ne prononce pas. Non, mais on a Et le puis droit de là, raconter. Voilà, on a en toute l'exposition qui avait bienveillance. été faite au musée de l'Orangerie, Bon, où passons. il Alors, avait oui. montré cette fois ce grand panneau Ouais. qui retraçait là aussi, 90 mais mètres. cette Ouais. fois de façon cinématographique, disons, autour de sa maison, puisqu'il venait de s'installer en Normandie, lieu qui lui rappelait évidemment à la fois l'impressionnisme, hein, c'est la raison pour laquelle il était venu là, lieu où la végétation est fantastique, les pommiers en fleurs, etc. Et donc, dans cette grande Beuvron en composition, Auge. Ouais. on se 280 promène, habitants. Ouais. voilà, et on suit les saisons qui s'enchaînent les unes après les autres dans cette grande composition. Et alors là, Moi, c'était un. je Donc, moi, m'arrêtais là dans les images, mais oui, oui. il y en Moi, j'ai une question sur l'iPad. Parce que cette exposition-là, alors, moi, je me suis permis d'être critique contre David Hockney parce que je me suis dit, bon, quitte à être critique, autant être critique contre quelqu'un qui a pas vraiment, qui s'en fiche complètement. Et donc, j'avais écrit un article dans AOC, donc c'est oui, oui. Analyse, Opinion Critique, contre cette exposition parce que je trouvais dommage que David Hockney, à la fin de sa vie, voilà, il se laisse pas travailler par le pathos de sa vieillesse. Donc, je pense à Lucien Freud, à Titien. À même Picasso, le dernier Picasso, des choses comme ça, et qui préfère se protéger derrière la technique, ce qu'il a toujours fait, hein, parce il y a eu beaucoup de Non, non, techniques, il se avec, protège pas. Il se protège pas derrière la technique. bah, en tout cas, ouais. Il ne cesse de puiser dans la technique les arguments qui vont lui permettre de réfuter l'opposition entre la technique et l'art. Oui, oui, Euh, non, c'est que ça, c'est un artificialiste, ça, je comprends, mais d'un coup, on n'a pas le David Hockney de la fin, et quelque chose de plus humain, quoi. Voilà. C'est oui, ça que je trouvais mais ça un peu dommage, mais ça n'a ouais. été qu'un moment. Hein. Il a Oui, continué oui, à après, il a peindre. fait un carnet, oui, on peut le voir, ouais, ouais. Il y a un nombre de paysages considérables Hmm. de la Normandie. Hein. Et ce que je trouvais étonnant, c'est qu'aussi, on en retrouvait on avait le panorama comme ça, puis on retrouvait une exposition à Bruxelles où il y avait les mêmes dessins, mais d'un coup mis en tableau, encadré. Enfin, il y avait un rapport comme ça à l'objet, justement, qui n'était plus vraiment de la peinture, quoi. Il y avait un truc. Oui. Ok. Donc, moi, je Bon, m'arrête ici dans mon PowerPoint, mais je vous d'accord. demande, si vous voulez bien, de finir Ouais. l'émission par le petit Oui. film, le microfilm. Alors, juste si on peut faire deux, trois questions, si ça Bien te va, sûr, parce que j'ai vu plein de questions absolument, bien sûr, passer. bien sûr.
Et après, Absolument. on arrête dans 10 minutes, ça va? Ou Oui, dans, oui, dans oui, 5 bien minutes, dans sûr. 5 Non, minutes. pas de Voilà. problème. Pas de Faisons ça problème. comme ça alors. Est-ce que Nice, tu peux nous donner quelques questions Bien qui sûr. j'ai vu des questions passées? Voilà. Alors, oui, une première question. Excusez-moi, Alors, excusez-moi, je suis un je te peu. remercie, je te remercie Nice parce que vous savez pas, j'ai vu l'espèce d'enfer dans lequel il était, où il devait à la fois retrouver les images, aller chercher, parce qu'il a fait l'effort d'aller chercher Oui, oui, oui. des tableaux dont tu nous as parlé avant. Enfin bon, voilà. C'était assez rigolo de voir Nice galérer comme ça. Bravo Niels. Merci. Merci. Au total, combien de courants durant toute sa vie pourrait-on attacher à Hockney? De Ah, courant. de style, De oui. style courant de Ouais. peinture. Ouais. Moi, je disais un balancier Hmm. permanent Ouais. entre le photoréalisme à un bord, Hmm. l'abstraction totale à l'autre, et toute l'œuvre est une série de balanciers comme ça, si on veut. Et toi, tu aurais une période préférée ou pas? Hein? Ou une période où tu te dis c'est celle qui va te tenir le plus Non, longtemps ou non. non, moi je serais comme lui, enfin je penserais, Hmm. en répondant à l'invitation de David Hockney, c'est l'œuvre qui fera demain, je pense. Ok. Parce qu'il est tellement curieux, tellement affamé d'images sous toutes leurs Hmm. formes, que, et tellement génial aussi qu'il va faire, là il est en train de peindre là-haut des choses tout à fait inouïes. Il n'était pas hanté par exemple, bah, on a parlé du Bigger Splash, mais toute cette période-là, c'était pas une période qui l'a hanté particulièrement. Pas Il du passait à tout. autre chose. Non, Ouais. non, Ok. c'était comme chaque étape, c'est une étape Hmm. durant laquelle il apprend. Il apprend des techniques, Ok. il apprend des systèmes de représentation de l'espace, etc. Et il passe à la suivante, et tout ça est digéré. C'est très vivant, Il quoi. n'y a, Ouais. pas d'opposition, non, vraiment, vraiment pas. Trop bien. Nice, une autre question? Oui, une question avec une petite prémisse. David Hockney m'aura permis de voir du monde des couleurs que je ne voyais pas jusque-là, le mauve, le rose, certains verts, l'orange dans les paysages, voir la beauté du monde. Plus regardeuse que peintre, c'est un cadeau inconsidérable pour moi qui vient retrouver dans qui vient le retrouver dans chacune de mes balades. N'est-ce pas aussi un des rôles du peintre de rendre visible ces parts invisibles du monde? Apprendre à voir. Exactement, c'est ce que je racontais à propos du site tellement indigent sur lequel il a peint pendant des mois, des années dans le Yorkshire, c'est-à-dire un bosquet le plus banal des bosquets, et pourtant il en a fait quelque chose de totalement féerique, de totalement magique. Ça, c'est le génie du regard du peintre, effectivement, Ouais. mais C'est intensifier la banalité ou un truc comme ça. Exhausteur de goût, moi j'appelle ça. nous Mais faire ouais. voir Ouais. ce qu'on ne voit pas. Simplement. Une autre question, Nils? Oui, une dernière question. Avait-il une technique favorite? Quel était son rapport au confort technique? Si on peut y répondre. Non, c'est le plus grand éclectique techniquement. C'est-à-dire qu'il a vraiment expérimenté toutes les techniques picturales. Il est passé de l'acrylique à la peinture à l'huile, il maniait l'aquarelle comme personne. Ah oui, C'était les aquarelles de la fin, là, un justement, les dessinateur aquarelles. Ouais. exceptionnel. Ouais. Ses images sur iPad, je les trouve quand même absolument géniales Ah oui, maintenant. non, mais j'ai Parce pas qu'il dit. il a développé un tel savoir-faire autour Hmm. de. Il y a passé des mois, des années pour Hmm. perfectionner sa technique, y compris dans les images iPad, qu'il a transposées après en les imprimant. Parce qu'il fallait qu'il attende aussi de disposer d'imprimantes suffisamment sophistiquées, avec des jets d'encre Hmm. puissants qui donnent des couleurs d'une intensité maximale. Et toutes ces images iPad, elles sont là, hein, elles sont imprimées maintenant. Donc la technique, lui, non. C'est toujours pareil, c'est comme le reste. Chaque technique lui permet d'avancer. Et, et, Le truc, c'est d'avancer. et concrètement, les impressions, donc c'est des impressions pigmentaires iPad, il y a des règles justement de numéro de tirage, de choses comme ça. C'est comme une photographie un peu ou ouais. C'est Absolument. C'est-à-dire protégé, c'est. Ouais. elles sont comme des, oui, elles sont comme des multiples. Hmm. Alors, suivant, comme c'est des multiples sur papier, ça peut être des gravures, ça peut être des lithos, ça peut être, oui, ça répond à ce. Et là, c'est l'artiste qui décide s'il en imprime 100, 20 ou je sais pas. Ouais, alors merci beaucoup, hein, Didier, c'était trop Non, passionnant. non. On a fait C'était, 1h24, c'est pas mal. C'était c'était, pas de charge, mais ouais, c'était c'était court. intense. J'avais Non, conscience qu'il y avait beaucoup de choses à dire et qu'on avait un on se temps revoit, on fait une limité. nuit, on ferait une nuit David Hockney. Voilà, parce que de fait, je me suis trompé de PowerPoint, donc j'ai sauté beaucoup d'images sur lesquelles il y avait des histoires Non, passionnantes non, à non, mais c'était raconter, mais on franchement, y reviendra. voilà, on a survolé comme ça, c'était très bien, puis Voilà. c'était très beau de. Moi, je dois dire que j'avais écouté des Pour hommages lui, à cette David Hockney rétrospective après devient, sa mort, c'est où comme ça c'était très qu'il la voit, frustrant, donc je une préférais faire ça sorte avec toi. de J'étais très heureux que ça soit la préparation. personne légitime qui parle. Et, euh, et on regarde ensemble, voilà, Nice met la vidéo de David Hockney en train de finir de signer l'exposition du Centre Pompidou. C'était c'était quand ça? C'était quand est-ce il avait 2008, en non? 2008. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, non, Oui. c'était 2017, non?
C'est en Ah, 2007. 2007. Ouais, 2017, ouais. Très Voilà. bien. Il est trop mignon. Ben voilà, les gens, ils écrivent passionnant, merci et tout ça. Trop bien. Il est trop mignon. Voilà. Et ben merci beaucoup. C'était très émouvant de faire ça autour de David Hockney. On est très content d'avoir Merci. fait ça. Merci beaucoup, Didier. Et on est les premiers peut-être à lui rendre hommage de cette façon-là, Ah bah là, c'est sûr. à travers les œuvres. Non, mais Bah oui, c'est ouais. important. Bah, c'est ce qui compte, hein, c'est ce qui reste. Ouais. Et voilà, t'étais de ton bureau de Centre Pompidou, voilà, on vous décrit tout, les coulisses. Et bah, merci beaucoup, merci à tous. Merci à Agnès qui a fait un énorme travail, qui doit être en train de suer, parce qu'en plus il est à Nantes, un endroit où il fait très très chaud. Et bonne soirée. Au revoir.